Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le studio du Figaro. Nous sommes heureux de contribuer aujourd'hui aux États généraux de la communication qui, depuis l'été 2020, mobilisent tout l'écosystème, tous les métiers de la communication. Le but, c'est d'entamer collectivement une grande réflexion sur les enjeux d'avenir qui se posent aux métiers de la communication. Et cette réflexion a pour vocation de déboucher sur des engagements, puis sur un livre blanc. Pour introduire cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Mercedes Serra. Bonjour Mercedes Serra. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente de la filière communication qui rassemble tous les métiers. Vous pilotez les organisations professionnelles de ces états généraux. Cette émission s'intitule Communication, moteur essentiel pour la relance. À l'heure où certains remettent en cause la communication, est-ce que, au contraire, selon vous, elle apporte de la valeur ? Ça ne se discute même pas, et d'ailleurs, c'est certains qui mettent en cause, ce ne sont pas le grand public. Et en fait, pour nous, ce qui compte, c'est le grand public. Et on suit très très bien ce qui se passe. Donc il n'y a pas dans le grand public un sentiment anti-pub. Et en fait, les gens sont assez intelligents. Donc, ceux qui pensent profondément, c'est que c'est important que l'économie marche. Vous voyez, par exemple, la période du Covid dure. Le moment où on a tous été enfermés, ils étaient très contents de voir des gens qui continuaient à parler, à communiquer. Ils croyaient aux entreprises. Et la parole des entreprises, elle passe par où ? Elle ne va pas être secrète et se cacher dans des coins, ça ne serait pas bien. Oui. Donc la publicité, c'est une façon nette, claire. Moi, j'aime la publicité parce qu'elle dit d'où elle vient et elle est honnête. Alors que si vous commencez à utiliser des biais, des contenus, des mélanges avec les journalistes, vous n'êtes pas clair, c'est moins bien. Donc non, je pense que oui, il y a des questions, il y a des interrogations auxquelles il faut répondre, mais c'est un métier qui est très régulier et c'est un métier qui est très nécessaire. Moi, je fais de la communication parce qu'elle aide le public, elle aide les entreprises à aller bien et c'est important. Alors, vous avez parlé de la pandémie, j'espère qu'on en sortira un jour, du moins le plus rapidement possible. La question de la relance va se poser, la question de la consommation va se poser. La communication est un élément, un effet de levier ? La communication, c'est un des leviers fondamentaux de la reprise. On en est sûr, parce qu'on sait très très bien ce que fait la communication lorsqu'elle est réussie, lorsqu'elle est juste et pertinente. Parce que les consommateurs, le public, ne réagit pas n'importe comment à n'importe quelle communication. Mais lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle est en adéquation avec ce qu'ils ressentent, c'est un effet de levier. Vous savez qu'on parle de multiplication par 7. C'est en fait à peu près le chiffre qu'on donne, qui peut varier avec la qualité de la publicité et sa relation aux gens, mais qui est très important. Quand vous dites multiplication par 7, ça veut dire que vous mettez 1 euro et vous recevez 7 euros à la fin parce qu'il y a eu des achats qui équivalent à cela. Je voudrais juste dire que la France est un pays très en retard en communication. Les Allemands, dont on sait qu'ils ne vont pas très mal au niveau économique, dépensent 2 fois plus. Donc la France est plutôt un pays un peu en retrait sur le mode de la communication. Et lorsqu'on parle de reprise, et le ministre de l'économie, qui est le président de la filière, oui. Le ministre de l'économie a mis dans son titre maintenant d'intitulé de ministère le mot relance, reprise. C'est une chose très importante d'avoir la publicité. Je voudrais vous dire une chose qui est simple. On parle beaucoup, lorsque les parlementaires ont parlé, ils ont parlé, pour certains, de surconsommation. Oui. On ne peut pas dire ça en France. Il faut être juste. En France, nous avons aujourd'hui quasiment 2 types de publics. Un public qui a un problème de pouvoir d'achat. Et quand je dis un problème de pouvoir d'achat, la pauvreté s'accentue. Et c'est majoritairement... Et c'est un public lourd. Et c'est pour ça d'ailleurs que les discours sur l'accessibilité, les prix sont importants aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils regardent les catalogues parce qu'ils font attention au prix. Oui. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui thésaurisent. Parce que quand il n'y a pas envie, quand il n'y a pas de désir, quand il y a des primes, on thésaurise parce qu'on a peur. Et si on veut des emplois, il ne faut pas thésauriser et faire que thésauriser. Il faut que l'argent se remette à circuler. L'envie, on comprend. Le premier des États généraux était sur la consommation. Bien sûr qu'il faut contribuer à une meilleure consommation. Mais est-ce qu'il faut pour cela tuer la consommation, c'est-à-dire l'envie de manger mieux, l'envie de sortir, l'envie d'aller au théâtre, l'envie de s'acheter une robe ?
L'envie de vivre, l'envie de revivre. vivre, l'envie de construire, d'avoir une maison. Mais à qui parle-t-on? C'est des gens riches qui peuvent se permettre de dire ça. Des gens qui ont des moyens normaux ne disent pas qu'ils n'ont aucune envie. Alors, vous avez expliqué ça aux parlementaires? Quel écho vous avez Moi, je suis assez simple. Je pense qu'il faut expliquer ça tout le temps. Il faut dire ce qui est vrai. Et puis, il faut qu'on travaille aussi, nous, de notre côté. Et c'était les États généraux, on les a lancés pour travailler, parce qu'on pense qu'on peut travailler sur nos métiers. On a travaillé sur la relation de la consommation et du climat, parce que c'est un enjeu. Et d'ailleurs, le grand public est très attaché à cela. Il pense que c'est bien qu'on fasse très attention à la planète. Donc, les entreprises aujourd'hui essaient de se transformer. Ce n'est pas facile. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Donc ça, cet enjeu-là, oui, on l'a expliqué, on a travaillé dessus. Oui. Et là, on ouvre un nouveau thème de réflexion. Moi, j'aime bien quand on partage, quand tout le métier réfléchit, parce que les médias sont importants dans notre métier. On n'existe pas sans les médias, mais on fait vivre les médias. Et est-ce qu'on veut une France dont les seuls médias, ce soit Google, Facebook? On veut des médias. Donc, on a un lien très, très fort, nous-mêmes, avec les médias. Les États généraux sont le croisement des marques, des médias et de la filière communication. Et ça, c'est très important. Et les marques sont aussi importantes parce que c'est très difficile en France d'expliquer à quel point la valeur de la marque, c'est quelque chose qu'il faut défendre. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des annonceurs, on a besoin des gens de la marque, on a besoin des directeurs de la communication pour expliquer l'importance de la communication. Alors, je suis très sensible à votre discours sur les médias, mais vous l'avez dit, c'est un écosystème et la question se pose maintenant de la création et du partage de la valeur entre les différents métiers. Hein. En amont, la création, les agences médias et puis en aval, les médias. C'est un sujet qui vous tient à cœur? C'est un sujet qui me tient fortement à cœur parce qu'on commence à voir dans la filière, lorsque j'ai fait il y a 5 ans, 6 ans, mes premières réunions de filière, je trouvais que c'était un métier qui était très cabossé. Et ce métier qui est un métier formidable de clarté, qui permet aux entreprises de communiquer avec le public, mais pas que, qui permet à l'État peut-être d'expliquer que les petites filles, c'est la même chose que les petits garçons, qu'elles sont égales, qui permet des tas de choses. Ce métier, il faut le soigner. Et puis il y a autre chose qu'il faut soigner. On aime quand les programmes de télévision, on aime quand les magazines sont des qualités. Moi, j'aime quand la pub, elle ne prend pas les gens pour des imbéciles et elle est de qualité, elle apporte, elle tire vers le haut plutôt que vers le bas. Pour ça, il faut des talents. Et on est dans une situation où on a de plus en plus de travail. Pourquoi on a de plus en plus de travail? Parce que les médias se sont complexifiés. Là où on faisait une campagne télé, on fait une campagne télé, une campagne digitale, on répond à tous les tweets, enfin... Et on gagne moins. Et ça, c'est un vrai problème pour payer nos talents. Et je voudrais juste dire que, et là, les marques vont être très importantes parce qu'elles vont nous aider à faire comprendre qu'on ne peut pas passer notre vie à donner ce talent sans payer ceux qui le font. On n'est pas loin du droit d'auteur, vous voyez, oui. Ceux qui font du contenu. Et vous dites que le danger, c'est la paupérisation de toute la filière? Bien sûr, c'est la paupérisation. D'abord, la qualité de la création, elle n'est pas uniquement, elle est importante pour les marques. Les grandes marques, ce sont les Evian, les Air France. Qu'est-ce qui les a défendus? Sinon, la qualité de la création. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, qu'est-ce qui a mieux défendu Air France? Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ensuite, c'est important aussi d'avoir de la qualité pour les médias. On ne va pas mettre n'importe quoi dans les médias. Donc il faut mettre aussi de la qualité. Et c'est constructeur de la force des marques françaises de façon importante. Et donc ça, c'est un des thèmes de ces États généraux, c'est recréer de la valeur, recréer de la qualité et donc de la confiance et donc de la consommation. Ces États généraux qui ont donc réuni ces médias, ces marques et les agences, médias, les agences créa, les agences spécialisées dans le digital, tout le monde vont permettre, de redire à quel point c'est important la reprise et à quel point la communication joue un rôle dans la reprise, à quel point la communication construit les marques et nos valeurs, et nous n'allons pas
ne pas avoir des marques fortes en France, on construit nos marques, et troisièmement, assure une vie à nos médias. Et pour notre démocratie, on aimerait bien que les médias soient solides. Je vous entends. Je disais dans mon introduction que la filière allait prendre des engagements et rédiger un livre blanc. Vous pouvez nous donner les types d'engagements et la date de publication du livre blanc ? Alors, il y a deux choses. Il y a eu déjà des engagements pris très fortement liés à la climatologie. Parce que ces choses importantes aujourd'hui, suite à la réflexion de la Convention citoyenne sur la climatologie, il est fondamental de répondre. Donc, on a répondu autour de ça. Maintenant, on travaille sur ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire comment on dit qu'on va faire ça, mais comment on va mesurer tout ça. Hein, et comment on va y aller, parce que du jour au lendemain, puis c'est facile pour les agences les plus importantes, c'est plus difficile pour les tout petits. Il y a beaucoup de tout petits dans les agences de communication. Donc comment on va aller là ? Comment les médias aussi vont calculer aussi ces points-là d'un point de vue climat, effet de serre, etc. Donc ça a été publié et nous travaillons sur les instruments de mesure et sur, je dirais, la trajectoire. Là, ce qui va être intéressant, c'est de publier ou de sortir un livre blanc d'engagement qui va être peut-être là pour gérer nos relations de respect entre nous, entre les médias, entre les marques, entre les agences, et de les faire respecter. Parce qu'on a écrit beaucoup de livres blancs non respectés, donc ça serait bien d'écrire un livre blanc et qu'il non soit... lu, non lu. Et non lu, et non lu. Donc là, il faut le faire voilà. Et là, savoir. moi, j'y crois très fort parce que je vois bien que les grands DIRCOM, les médias et la filière, les grandes agences médias se sont toutes mis ensemble pour faire ce travail. Et je suis très contente de cette émission. Alors nous allons commencer tout de suite notre première séquence, c'est la communication créatrice de valeur économique et sociale. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Paris 2024, et puis Axel Dechaise, qui est le président de make.org, la plateforme citoyenne. Alors messieurs, on va parler de la communication qui investit dans les causes, et on va commencer par vous. Tony Estanguet, première question, vous organisez les Jeux, alors c'est extrêmement compliqué, mais est-ce qu'on pourrait imaginer l'organisation d'un événement aussi important sans l'aide de la communication et des marques ? Ouais, je pense que c'est compliqué. En fait, nous, c'est vrai que notre modèle, il repose beaucoup sur l'engagement, notre capacité à engager le grand public, notre capacité à engager des partenaires. Parce que le modèle économique des Jeux, souvent les gens ne le savent pas, mais il repose à 97,5% sur de l'argent privé. Le budget du comité d'organisation, il est financé à 97,5% par l'argent privé. Un tiers qui vient du CIO, un tiers qui vient de la billetterie, un tiers qui vient des partenaires. Et du coup, si le CIO a déjà garanti son premier tiers, les deux autres tiers de notre modèle économique reposent sur cette capacité d'engagement et donc sur notre marque. Et donc forcément, nous aujourd'hui, notre stratégie, elle repose sur notre capacité à construire une marque forte, durable, c'est-à-dire à la fois qui s'appuie sur ce qui a fait la magie des Jeux. On a déjà une marque mère, la marque des Jeux, qui tous les 4 ans nous permet d'engager fortement les fans, 96% de taux de notoriété avec des valeurs très positives. Mais nous, on veut apporter notre French Touch, on veut apporter ce qui va faire la magie des Jeux de Paris 2024. Et donc forcément, on a des fondations autour d'une marque inspirante, d'une marque engagée. Pour la première fois, ces Jeux seront paritaires. Pour la première fois, ils seront en accord avec les accords de Paris. Et donc, on va diviser le bilan carbone. On prend comme ça des engagements très forts. Et une marque participative. Pour la première fois, on va essayer d'ouvrir les Jeux au plus grand nombre avec des épreuves ouvertes au grand public, avec ce programme Terre de Jeux qui fait qu'aujourd'hui, il y a déjà 25 millions de personnes qui vivent dans une commune en lien avec Paris 2024. Et donc trouver des solutions pour que cette marque, elle permette, une fois que les fondations sont posées, et là on est à cette point de bascule, au moment où Tokyo va se passer cet été, derrière on va rentrer dans l'Olympiade de Paris 2024 et on va communiquer largement toutes les fondations qu'on a pu construire depuis 2 ans. Alors vous l'avez dit, Paris 2024 est une marque, les Jeux Olympiques sont une marque. Comment est-ce que vous associez des marques, des entreprises ? Il y a eu des débats sur faut-il associer Total ou pas Total. Quelles sont les valeurs ? Est-ce que les partenaires que vous choisissez doivent avoir des valeurs communes avec les vôtres ? Oui, bien évidemment, je crois que là c'est quand même le plus grand événement que la France ait jamais organisé. On a envie aussi qu'il soit
quelque part le reflet d'une France qui rayonne, qui fait rêver, qui, quelque part, le meilleur de la France doit être dans Paris 2024. On va être regardé par 4 milliards de personnes. Donc on a envie que les grandes entreprises françaises soient vraiment les fleurons de cette organisation. Je donne quelques exemples. Quand on veut garantir à la planète entière de pouvoir regarder en direct les images, il nous faut un partenaire solide en télécommunications. Ouais. Et Orange, aujourd'hui, est notre partenaire sur ce sujet. Quand on veut, sur le plan carbone, diviser par 2 les émissions carbone et avoir 100% d'électricité dite renouvelable, eh bien, c'est EDF qui est notre partenaire. Et donc, chacun des partenaires aujourd'hui s'engage à rendre l'organisation exemplaire, mais peut aussi nous aider quelque part à franchir un cap, parce qu'au-delà de cette expertise, c'est aussi l'envie de s'engager sur des préoccupations communes en matière de santé publique, en matière d'inclusion, en matière de solidarité. Finalement, on se rend compte que le sport est à la croisée de ces différents défis que la société est en train de traverser aujourd'hui. Et ces marques s'engagent avec vous pour les 15 jours des Olympiades ou sur un terme beaucoup plus long? Alors non, c'est un engagement qui est sur plusieurs années. Certaines marques sont là depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire que dès début 2018, on a commencé à signer quelques partenaires. Aujourd'hui, on a déjà sécurisé plus de 500 millions d'euros de revenus de nos partenaires. C'est inédit, jamais un événement sportif. Ça fait quelle partie du C'est à peu près budget? 50% de notre budget qui est déjà sécurisé. Donc on est dans les temps de passage indépendamment de la crise économique. Et on continue d'avancer parce que les marques aujourd'hui, elles trouvent qu'au-delà de la capacité de faire valoir leur expertise dans leur domaine d'activité, ça leur permet aussi d'aller toucher des consommateurs, d'aller développer des parts de marché de manière significative, parce qu'aujourd'hui, ce sont les leaders qui s'associent aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Forcément, c'est le plus grand événement qu'on ait jamais organisé. On a des taux, même en France, le dernier sondage qui a été réalisé en décembre dernier, on se rend compte que 90% des moins de 35 ans aujourd'hui sont derrière Paris 2024, ont envie, considèrent que c'est un horizon positif qui nous fait rêver. On le voit, il y a des sites incroyables et c'est vraiment les Jeux de toute la France. Donc c'est vrai que pour les marques, c'est aussi une bonne opportunité de s'associer à des valeurs très positives. Alors Axel Dochet, je l'ai dit, vous présidez et vous avez fondé MEG.org qui est une plateforme citoyenne. Vous allez pouvoir nous en dire davantage. Tony Estanguet parlait d'impact. C'est vrai que là, on s'engage sur des valeurs, sur des impacts. Quelles sont vos relations avec les marques ? En fait, nous, notre métier, c'est d'organiser des coalitions extrêmement massives qui mélangent, là on fait travailler plus de 800 organisations qui contiennent des associations, plus de 40 grandes entreprises, et avec 5 millions de citoyens pour concevoir des actions sociales, mais pas des actions sociales décisives, celles qui vont avoir un impact vraiment à l'échelle nationale sur la société, que ce soit contre les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants, pour l'environnement, pour le handicap. Pour tous ces sujets-là, on réussit à réunir des énergies mais absolument colossales et qui permettent d'avoir des impacts qui sont plus élevé que généralement les pouvoirs publics. En fait, la force de la société civile est absolument colossale. Et en fait, les entreprises et les marques qui nous rejoignent, en fait, elles ont fait 3, pour moi, de ce que je regarde depuis 5 ans, 3 basculements qui me paraissent maintenant inévitables. Le premier basculement, c'est que les marques, avant, elles parlaient de valeurs, et elles ont basculé il y a quelques années, pour certaines, dans le comportement vertueux. Et là, maintenant, elles basculent dans une logique de responsabilité contributive. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont vraiment externaliser, qui ne va pas simplement être le fait qu'elles se comportent bien, mais qu'elles vont effectivement un impact positif de transformation. La deuxième évolution que je vois très fortement, c'est un principe d'humilité. Avant, on avait des marques qui disaient « je vais tout régler ». Et maintenant, elles sont plus à dire « je vais mettre ma marque, mon entreprise au service d'une cause qui me dépasse ». Et ça, cette posture un peu humble, un peu différente par rapport à de la communication, il faut trouver le juste, permet d'être le troisième vertu qui est d'être inclusif. C'est-à-dire que quand une entreprise ou une marque avance maintenant, elle avance avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec des citoyens, et que c'est ça qui crée un impact qui change de dimension. Mais est-ce que vous vérifiez avec elles, au fil de l'eau, j'allais dire, la réalité de leur engagement ? Est-ce que vous allez voir effectivement les valeurs que vous portez dans MEG.org ? Est-ce que vous voyez comment elles sont répercutées au sein des entreprises qui sont vos partenaires ? Systématiquement. Encore une fois, sur chaque cause, et je prends les violences faites aux femmes, on a 5 entreprises et on a
une cinquantaine d'associations. Donc la coalition, il faut la faire avec tout le monde. Et les associations ont une exigence que je dois servir par ailleurs. Donc il nous est arrivé de refuser des entreprises parce que leur modèle était trop directement connecté à ce qu'on essayait de régler. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais de plus en plus, ça c'est la première vertu, c'est fondamentalement la compatibilité. Le deuxième vertu, c'est finalement l'authenticité de la démarche. Et c'est là où nous, on rentre à l'intérieur, on va auditer avec quelles associations l'entreprise travaille, quel a eu son comportement, de façon à pouvoir se dire, oui, c'est possible, on va trouver une part commune tous ensemble. Alors, il y a des thèmes qu'on connaît sur votre plateforme, c'est les thèmes sociétaux, c'est l'environnement aussi. Ouais. Est-ce que de plus en plus de marques s'engagent pour l'environnement? Oui, en fait, quand je regarde les 9 causes qu'on gère, qui couvrent à peu près tous les champs, les deux grands engagements sur lesquels on retrouve le maximum d'entreprises, c'est l'environnement et les jeunes, en ce moment, qui sont vraiment des sujets très forts. Donc l'environnement est clé, et là, la communication a un rôle très particulier, mais vraiment très particulier, que seule elle peut résoudre. Qui est qu'ensuite, on est un peu perdu finalement, sur la cause environnementale, entre le petit geste du quotidien et la grande cause qui nous paraît, et sauver la planète. Voilà. Et le chemin intermédiaire, c'est à la communication de le trouver. Il faut réenchanter ce chemin intermédiaire où on a l'impression de faire des choses qui sont à notre portée, mais qui ne sont pas un gadget, qui sont un vrai engagement de chacun. Et c'est ce chemin-là des 5 années qui viennent. Ça va être pour 5 ans. Tony Estanguet, donc il y a la marque JO, puis il y a la marque France aussi. Est-ce que c'est important de pouvoir projeter cette marque, vous avez dit, devant 4 milliards de téléspectateurs qui vont être partout dans le monde? Oui, je crois que c'est fondamental. Encore une fois, la France a rendez-vous un peu avec son histoire à travers cet événement. On va vraiment travailler tous ensemble, les acteurs publics, les acteurs privés, les grands partenaires, les spectateurs. C'est un programme de billetterie de plus de 13,5 millions de billets. Donc forcément, on a envie, encore une fois, de donner, de révéler le meilleur visage de la France. Et ce pays a tout pour réussir. Moi, je le vois au quotidien quand je me déplace. On a tout pour réussir. On a des infrastructures, on a une expertise, on a des acteurs engagés. Des fois, on manque un peu de confiance en nous. Des fois, on a un peu tendance à se critiquer nous-mêmes, alors que ce pays a tout pour réussir. Donc, restons confiants en notre destin, parce que ces jeux, quelque part, peuvent être aussi une source d'optimisme, parce que si on apporte un nouveau modèle d'organisation plus sobre, plus solidaire, plus participatif, tout en étant très inspirant, parce qu'on va avoir des épreuves qu'on n'aura jamais vues, au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais, enfin, ça va être magique, tout en étant exemplaire. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que chacun doit être exemplaire avec son propre modèle et faire progresser son modèle. Et ensuite, moi, ce que je trouve qui est vraiment impressionnant à Paris 2024, c'est qu'il y a une force collective qui permet de passer des seuils très significatifs quand tout le monde se rallie à la même cause. Et j'espère que Paris 2024 va suivre ce chemin, parce qu'il y a tout pour réussir. On est, encore une fois, à 3 ans de cet événement, mais moi, je vous donne rendez-vous vraiment dès là, le 5 septembre prochain, au moment de la cérémonie de clôture de Tokyo, parce qu'on va rentrer dans l'Olympiade de Paris, et vous allez voir, ça va être magnifique. Tony Estanguet, des JO Paris 2024 réussis, c'est des JO où la France a beaucoup de médailles, ou c'est des JO qui ont le soutien populaire? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, forcément. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Je suis extrêmement étonné. J'ai été ancien athlète, donc je suis derrière les équipes de France. D'ailleurs, pour la première fois, il n'y aura qu'une équipe de France, olympique et paralympique. Ça aussi, c'est un beau message d'inclusion, de dire ce sont des grands champions qui s'entraînent tous les jours. On a envie d'une société plus inclusive. Commençons par nos champions, mettons-les dans la même équipe de France, avec les mêmes ambitions. Et vraiment, cette équipe de France paralympique, vous allez voir, elle va vous révéler aussi de belles surprises. Eh bien, on verra ça. Axel Dochet, dernière question. Vous parliez effectivement d'entraînement. C'est un écosystème. On a souvent dit que pour changer des causes sociétales en France, il fallait effectivement l'engagement des bénévoles et puis aussi l'engagement de la puissance publique. Là, on y met des acteurs privés. C'est nouveau, selon vous? C'est pas nouveau. C'est la première fois qu'on réalise même, en revanche, que la force civile et à bien des égards bien supérieur à la force publique. Quand on met sur une cause, par exemple, contre les violences faites aux enfants, quand on réussit à réunir une soixantaine d'organisations, plusieurs entreprises et de l'ordre de 500 000 citoyens, et que tous ensemble on se coordonne pour agir, l'impact sera beaucoup plus fort que n'importe quelle opération publique à part entière.
Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie. Je retiens les 2 mots-clés. C'était impact et puis engagement. Et puis, la France va gagner énormément de médailles en 2024. Et puis, on va en gagner aussi cet été. Il ne faut pas oublier les JO de Tokyo. Merci beaucoup, messieurs. Et nous allons, pas en direct, mais voir avec Samantha Davis, qui est, elle aussi, on l'a vu sur le Vendée Globe, skipper. Et puis, elle aussi se battait pour une initiative. C'était Initiative Cœur depuis l'Orient. Elle revient sur le rôle de la communication et des marques dans sa participation au Vendée Globe. Merci, messieurs. Merci. Bonjour à tous, c'est Sam Davies ici, skipper du bateau Initiative Cœur. Je suis là sur mon bateau. On a déjà levé le mât. On est à Lorient, la base technique du bateau. Bientôt, on va rentrer en chantier suite à ce Vendée Globe, ce tour du monde. Je rentre dans le bateau parce qu'il y a un peu de vent dehors. On m'a posé la question de est-ce que c'est possible de faire le Vendée Globe sans partenaire. Pour moi, c'est pas possible de faire ce que je viens de faire avec Initiative Cœur sans les partenaires, parce que déjà de préparer un projet performant pour une course comme le Vendée Globe, ça a un coût, donc il faut payer le bateau, l'équipe technique, les voiles, et aussi c'est vraiment plus que temps plein pour préparer ça, pour s'entraîner, pour être performante et en sécurité sur un tour du monde. Donc j'ai de la chance d'avoir un super bateau. J'ai 3 partenaires, donc K-Line, Vinci Energy et Initiative, qui sont les partenaires financiers du projet, mais bien plus que ça, parce que le projet Initiative K, c'est un projet solidaire aussi. J'ai 2 objectifs chaque fois. J'ai un objectif performance, chaque fois j'ai fait une course comme le Vendée Globe, l'objectif de faire la meilleure performance que possible, mais un deuxième objectif qui est aussi important pour moi et pour toute l'équipe d'Initiative Cœur, c'est l'objectif solidaire. Et là, dans ce cas du projet Initiative Cœur, je soutiens l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc j'ai essayé de lever un maximum d'argent pour cette association qui aide les enfants qui ont les malformations cardiaques. Et on a créé un clic un cœur avec mes partenaires. Donc c'est aussi les partenaires mécènes, c'est les sponsors mécènes. Et c'est grâce à eux qu'on peut lever autant d'argent. Parce que c'est les sponsors qui donnent de l'argent en échange pour la suivi du public sur mes réseaux sociaux. Donc sans les partenaires, pour moi, ça aurait été impossible de faire le Vendée Globe, impossible de sauver les enfants. Puis, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable aussi. J'ai la chance de vivre, mais aussi j'ai la chance de partager ça avec un maximum de public. Je crois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui suivent le Vendée Globe, qui adorent ça. Donc c'est aussi la plaisir à tout le monde qui suit. C'est aussi grâce à l'investissement de mes sponsors. Donc merci énormément à tous mes sponsors du projet Initiative Cœur. C'est vraiment génial et je suis hyper fière de faire partie de ce beau projet. On remercie Samantha Davis, on a adoré la suivre pendant toute sa course autour du monde et on espère véritablement la revoir sur les prochains Vendée Globe. On l'a vu avec nos précédents invités et puis avec le film, la communication, c'est quand même une pièce essentielle dans la vie, j'allais dire, sportive, culturelle, artistique et des ONG. Eh bien, nous allons en parler. Autour de la table, je reçois Luc Barouet, qui est directeur et fondateur de Solidarité Sida et de Solidaise, qui est le grand concert au mois de juin, normalement pour récolter des fonds. Et puis, Cédric Delceau. Alors, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez commencé dans la communication, dans une agence. Et puis, vous rêviez toujours d'être photographe, ce que vous êtes. Et vous allez nous dire comment est-ce que vous travaillez. Alors, Luc Barouet, votre métier, c'est de récolter des fonds pour une grande cause. Comment est-ce que vous travaillez avec les marques ? D'abord, on a besoin des autres pour être efficace, puisque, comme vous l'avez dit, notre premier métier, c'est de récolter des fonds pour financer des programmes d'aide aux malades en France et à l'international. Et donc, et surtout, à Solidarité Sida, on est un peu des utopistes pragmatiques. Ça veut dire que
on part de principes qui sont posés, donc on a besoin des autres et surtout, on doit raconter des histoires parce que plus que la cause, c'est l'histoire qui doit être belle. Et donc, on essaie de monter des initiatives diverses et variées, de mettre en place des petits théâtres de la solidarité dans lesquels chacun a un rôle. Et plus on arrive à mettre en scène cette pièce avec le rôle bien attribué aux uns aux autres, plus cette initiative est profitable à tous. Donc on essaie de faire en sorte que, bien évidemment, les marques dont on a besoin à la fois pour le financement, mais à la fois pour nous emmener plus loin dans nos ambitions, les agences avec lesquelles on a besoin de travailler, parce que récolter, ça veut dire déjà apprendre à ne pas dépenser. Et donc on a besoin de la compétence et de l'expertise de gens pour raconter à la fois des plus belles histoires, pour les promouvoir, et des fois pour convaincre quand on fait du lobbying ou de l'influence, notamment auprès des politiques. Alors ça fait 25 ans quand même que Solidarité SIDA existe. Est-ce qu'au début, c'était un sujet compliqué pour approcher des marques? Est-ce que ça a évolué dans le temps? Oui, les années 90, c'était, je pense, beaucoup plus difficile d'approcher les marques pour parler de sida. Et puis après, même si, bien évidemment, il faut se rappeler que les secteurs de la culture, de la communication des médias ont été très touchés. Donc forcément, il y avait une sorte de cooptation affective par rapport au combat. Donc aujourd'hui, c'est difficile parce que, bien évidemment, c'est comme des problématiques de marque. La lutte contre le sida a perdu du terrain. Donc on est entré dans des phases de banalisation. Il y a d'autres combats qui émergent. Ça fait 30 ans que la lutte contre le sida est là. Que les jeunes générations aujourd'hui ont un peu oublié que ce virus traîne, et ça c'était même avant le Covid, donc bien évidemment. Donc il faut à la fois constamment se renouveler, mais je me dis, en tout cas ce qui est clair, c'est que plus que les marques, c'est les gens qui font l'histoire. Et donc l'utopiste pragmatique que je suis, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour dire oui quelque part. Et donc dans les entreprises, il faut aller chercher le meilleur de chacun. Et donc de plus en plus de responsables marketing, de communicants, de DG, de patrons ont envie de donner du sens à tout ça. Et donc que ce soit pour des valeurs d'entreprise ou que ce soit pour des intérêts, on va dire, plus commerciaux, ça s'impose, il faut qu'il soit utile et responsable. Alors vous avez déjà signé 2 fois l'utopie pragmatique, Est-ce que ce sont, c'est un oxymore, est-ce que ce sont des valeurs qui sont partagées par les entreprises, qui sont, elles, pragmatiques? Est-ce qu'elles sont également utopiques? Utopiques, non. Par contre, il y a beaucoup de gens, alors qu'il y a beaucoup de leurs salariés qui sont humains. Et donc, moi, mon premier métier, c'est de travailler la matière humaine. Ça veut dire essayer de faire germer le meilleur de chacun et de l'assaisonner, de le travailler pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Et donc, bien évidemment, quand on travaille avec une marque, on essaie déjà de voir quels sont les win-win possibles de part et d'autre, de voir un peu à qui on a affaire, la psychologie de nos interlocuteurs, jusqu'où ils sont sincères dans leur engagement, jusqu'où ils ont les coups des franches pour œuvrer ou financer et agir. Et puis, de tout ça... souvent accouchent de choses qui sont vraiment profitables aux uns aux autres. Donc, par exemple, avec Canal+, avec la Banque Postale, vous voyez, Canal+ nous a aidé à grandir. Quand on a lancé les tournées avec la Nuit du Zapping, quand on a produit la Nuit de l'Humour, quand on a fait le best-of, l'anthologie de l'humour Canal+, il a fallu qu'ils acceptent de donner un peu les clés. Et puis, des entreprises comme la Banque Postale qui nous accompagnent depuis 20 ans maintenant. Donc non, les marques et les agences qui accompagnent Solidarité SIDA ou les médias sont des gens plutôt très fidèles. Alors Cédric Delceau, je me tourne vers vous, je l'ai dit, vous avez été dans des agences de communication. Maintenant, vous êtes artiste, photographe. On le voit, le milieu artistique souffre énormément. Le milieu artistique doit rencontrer son public, mais doit aussi vivre et être assisté par des marques. Comment est-ce que vous les associez à votre travail ? Oui, c'est souvent on a tendance à dissocier. C'est-à-dire que l'artiste, c'est celui qui aurait besoin de se passer des marques, voire associer son nom à une marque serait anti-artistique et ce serait l'inverse même de l'art. On voit bien que depuis toute l'histoire de l'art a partie liée avec le pouvoir et l'argent et la capacité à produire et du partir de la contrainte notamment. Donc, il n'y a pas, chacun bricole sa soupe personnelle. Moi, ça a été assez sinueux, ça a été un parcours qu'aujourd'hui j'assume complètement, mais qui a été jalonné de tentatives parfois malheureuses. C'est vrai que depuis très longtemps, je fantasmais d'être photographe. Finalement, je le suis devenu après 15 ans d'échecs, de tentatives,
Je suis passé par la com, j'ai appris ce que c'était que la com. Vous avez appris à travailler avec les marques, vous avez appris à... C'est ça, mais j'étais un garçon plutôt solitaire qui pensait que j'avais pas grand-chose à faire avec des grandes marques. Et puis, il a fallu justement, en étant concepteur-rédacteur, j'ai vu comment on travaillait et j'ai vu que les marques, elles étaient capables d'aller chercher des singularités, des talents spécifiques, des regards en ce qui me concerne, et que justement, il y avait possibilité de travailler ensemble. Et que ce cheminement-là, il a fait mon parcours d'aujourd'hui, qui fait que je suis entre les deux. J'ai ma liberté d'artiste pour faire ce que je veux. Grâce aux marques, j'ai pas besoin de succès. C'est mieux que ça marche, c'est mieux que les gens apprécient ou pas, mais c'est pas ça l'enjeu, puisque que je vende ou pas, moi j'ai toujours la com pour... pour subvenir aux besoins du quotidien. Et donc, je peux aller exactement là où j'ai envie d'aller, même si on me dit, voilà, Coco, t'es sûr, c'est pas le sens ou telle galerie. J'ai dit, utiliser par exemple Star Wars, on m'a longtemps dit, Star Wars, c'est sympathique, mais enfin, c'est quand même pas très sérieux. Moi, je le prends sérieusement et je vous embête et je continuerai, voilà. D'accord, alors on l'a vu, hein, vous avez des très très belles photos de l'univers Star Wars revisité par votre vision artistique. Les marques se reconnaissent comment dedans? Comment est-ce que vous les entraînez dans votre propre univers? Alors, je ne peux pas dire directement que c'est telle ou telle série qui fait que je vais travailler avec une marque. Il y a plus après une habitude, ça fait 20 ans que je suis photographe de pub, donc on a appris à force, et puis d'avoir été aussi concepteur-rédacteur, toute la grammaire visuelle et la capacité à s'adapter à un brief, et puis les compétences techniques. Donc elles vont voir dans une série perso des capacités, des maîtrises. Ensuite, bien sûr, le monde que je décris, qui est... Ça me faisait rire, parce que moi, je utiliserais un autre oxymore qui... Je suis plutôt un optimiste tragique, et donc la notion de tragique, elle se voit assez directement dans mes images. C'est évident que la plupart des marques n'ont pas tellement envie qu'on leur dépeigne un monde tragique. Alors, comment un optimiste tragique comme vous travaille avec les agences ? Plutôt bien, parce que je pense que par habitude maintenant, j'ai appris à reconnaître ce qu'elles attendaient de moi, c'est-à-dire à la fois comprendre leurs demandes et en même temps apporter cette petite note supplémentaire, cette petite singularité dont je parlais, qui est un regard, qui est une lumière et qui fait que voilà, mon travail peut être choisi parmi d'autres et que tout le monde a l'air content et voilà, et ça marche plutôt bien comme ça. Luc Barbet, on va finir par vous. Alors, le monde du spectacle, le monde des arts a souffert tout au long de l'année 2020 et puis maintenant... 2021 aussi, j'allais dire. Quand on rencontre comme ça des difficultés, ne serait-ce que pour organiser Solidays, est-ce que vous êtes soutenu ou est-ce qu'ils disent il se passe rien, on va vous laisser tomber? Pour être très honnête avec vous, l'année dernière, on a été très surpris par la générosité, la responsabilité de toutes les marques partenaires du Festival Solidays, parce que toutes ont laissé de 50 à 100% de leur contribution, sans même qu'on ait vraiment besoin de leur demander et d'insister. Cette année, c'est plus dur. Donc oui, c'est plus dur. D'abord parce que certains de nos partenaires connaissent eux-mêmes des difficultés importantes. Et puis, il y a même certaines marques vers qui on n'est même pas revenu parce qu'on s'était dit que c'est mal à propos. Et surtout, c'est pas la tendance de solidarité. Vous voyez, jouer sur la corde sensible, misérabilisme, l'urgence. Je préfère qu'on attende des jours meilleurs et qu'on revienne plus fort pour les emmener plus loin. Voilà. Et donc, Solidays, on le verra cette année ou... Non, il n'y aura pas de Solidays en 2021, donc ça fait 2 années de suite qu'on perd 70% de nos ressources, mais ça nous oblige à travailler et un utopiste pragmatique pense qu'il y a toujours du bon dans le moins bon, et donc on va rebondir. Parfait. Luc Barbet, Cédric Delceau, merci beaucoup d'être venu témoigner comme ça de votre capacité à travailler avec les marques. Et puis, nous allons enchaîner directement avec Marc Lermite. Alors, il est associé chez EY. Et puis, Marc Lermite et EY a fait une étude sur le poids économique de la communication. Et c'est toujours très important de savoir de ce dont nous parlons. J'envoie la vidéo de Marc Lermite. Bonjour, je suis Marc Lermite, responsable des études économiques chez EY en Europe. Je suis ici pour vous parler d'une étude très intéressante, en tout cas qui avait beaucoup marqué l'équipe EY qui m'avait accompagné en 2016-2017,
qui était cette étude sur le monde très large de la communication, sur les dépenses de communication des marques, et évidemment ces dépenses ensuite gérées, développées, sublimées, dirais-je, par les agences et par tous les prestataires. Plus de 46 milliards d'euros à l'époque de dépenses, c'est-à-dire un peu plus de 2% du PIB français. En soi, c'était un premier résultat, un premier objectif de cette étude, c'était de montrer le poids économique, la valeur dans l'économie française du monde très large de la communication. Pas simplement la communication commerciale sous toutes ses formes, qui est très souvent d'ailleurs développée dans plusieurs analyses, mais aussi des endroits, des métiers, des compétences de la communication plus internes aux marques, comme la communication interne, la communication, la marque employeur, les activités qui sont liées à la connaissance client, et puis de manière émergente en 2016, l'ensemble de ce qui pouvait être fait autour de la data. C'était l'occasion aussi de montrer qu'à l'intérieur des marques, il y avait à l'époque plus de 150 000 emplois, auxquels s'ajoutaient près de 200 000 emplois dans les agences, et puis plus de 400 000 emplois dans des métiers directs, indirects et induits, c'est-à-dire la très grande filière de la communication. Troisième élément qui m'avait marqué à l'époque et que nous avons eu l'occasion d'analyser en détail aussi au travers d'études dans le monde de la culture et des industries créatives, très cousines de ce que vous faites aux États généraux de la communication, mais aussi dans le monde de l'immobilier, dans le monde de l'événementiel ou du sport, c'est l'ensemble des enjeux qui sont les enjeux d'entrepreneurs et de PME. Plus de 60% des entreprises du secteur, encore une fois sous toutes leurs formes d'intervention, sont des PME qui pèsent presque 50% de ces dépenses de communication, je le rappelle, plus de 45 milliards d'euros. C'est aussi des enjeux d'internationalisation, d'innovation, de collaboration un peu différentes qui se faisaient jour à travers cette enquête très large que nous avions menée, très opérationnelle, et je pense qu'il fait encore référence et que je serais ravi de venir présenter, actualiser avec vous dans les années qui viennent, parce que je pense que c'est un peu l'état zéro d'une filière très large, c'est de se connaître, de se peser, mais aussi d'éclairer des parties, des morceaux de cette économie qui sont moins connus et qui participent de son attractivité, non seulement pour les futurs talents, mais aussi de l'attractivité de cette filière au plan international et dans l'économie française. À très bientôt. Eh bien, merci Marc Lermite. Nous retenons quand même 2 chiffres pour voir le poids quand même de ce secteur de la communication. C'est 46 milliards d'euros, soit 2% du PIB français. Et puis, c'est quand même 400 000 emplois. C'est extrêmement important. Je me retourne vers vous, Didier Beauclerc. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes directeur de l'efficacité et de la transparence de l'Union des marques. C'est un beau titre, efficacité et transparence. Alors, on a vu cette étude qui est là. Et l'Union des marques s'engage à continuer comme ça de produire des études pour bien voir ce qui se passe dans le monde de la communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance, comme ça, de ces études et de ces chiffres ? Je crois que nous, aujourd'hui, et Marc Lermite vient de le décrire, on avait effectivement à cœur d'avoir une vision complète de ce que représentait la communication pour les entreprises. Parce que c'est vrai que les outils avec lesquels on travaille habituellement sont des outils qui vont plutôt mesurer les recettes des vecteurs qui reçoivent cet investissement. Et donc, on a toute une démarche qui consiste à aller voir les entreprises et à leur dire, pour vous, c'est quoi l'effort de communication ? Et donc, c'est toute cette démarche qu'on a faite en 2016-2017 et qui nous a permis quand même de reconstituer un périmètre de la communication beaucoup plus large que celui sur lequel on travaillait jusqu'à présent. Vague. Communication, c'est vague. Donc, vous avez bien remis les fondements. Alors, on a remis les fondements. On a surtout réintégré un ensemble de fonctions et d'investissements que les entreprises font en communication et qui sont aujourd'hui un peu en dehors du spectre. Je pense notamment à tout un tas à beaucoup d'investissements qui sont internalisés par les marques aujourd'hui. C'est le cas de la communication interne, bien sûr, de la communication corporate, et puis la data et la connaissance client qui sont des pôles importants aussi d'investissement. Et puis dans les entreprises, toutes ces fonctions qui aujourd'hui traitent de la communication. Et donc on est arrivé à un total de 46 milliards, ce qui représente quand même par rapport au marché de 2017 qui était à 31, une 30% de plus
que ce qu'on avait l'habitude de mesurer. Donc c'est un secteur en croissance ou vous avez élargi Alors on a élargi le spectre. C'est plutôt ça, parce que le secteur en lui-même, comment il se porte d'ailleurs? Alors il s'est pas très bien porté l'année dernière. L'année dernière, personne ne s'est très bien porté. On a eu une baisse de plus de 20% des investissements l'an passé. Alors tout ce pan de la communication que je décrivais, qui est constitué notamment des ressources internes des entreprises consacrées à la communication, ce segment-là a été assez stable, mais va continuer de croître, notamment par rapport à la data et à l'usage de la data dans les entreprises, qui devient de plus en plus fondamentale pour la communication. Il faut maîtriser cette data et donc investir beaucoup. Alors on l'a vu, la communication, c'est organisé en filières et ça veut dire quelque chose. Et pour qu'une filière existe, effectivement, il faut qu'elle produise des données vous-même. Donc l'Union des marques s'engage à réactualiser toutes les données. Alors comme ça. On travaille justement avec la filière aujourd'hui pour remettre à jour cette vision du marché, cette vision complète du marché qu'on souhaitait avoir. Et puis il y a un autre volet aussi qui nous importe beaucoup, c'est celui de l'impact économique de la communication. Alors on avait à la même époque, avec nos amis de la Fédération mondiale des annonceurs, avec lesquels on travaille de manière très étroite, conduit une étude là aussi qu'on avait mis en œuvre avec la ACC et l'UDECAM en France, et qui nous avait permis, alors c'est une étude économétrique qui est basée sur des grandes séries, puisque à l'époque on avait travaillé sur 17 ans de données, 35 pays, et on avait mesuré cet effet de levier que la communication a sur le produit intérieur brut de la France, en l'occurrence, et puis d'un certain nombre d'autres pays. Et quand cet effet multiplicateur était de 7 pour l'Union européenne, il était de 7,85 en France en 2016, donc c'est les données qu'on a publiées en 2017. Donc 1 euro investi en publicité en France produisait 7,85 euros de PIB en France. Dernière question de Didier Beauclerc. Ça, c'est bien, vous l'avez mesuré, maintenant il faut le faire savoir. Et l'effet de levier, c'est important. Vous le faites savoir à qui? Au grand public ou aux décideurs politiques? Alors, on le fait savoir à tout le monde, bien entendu. Et c'est aussi, non seulement, alors on l'a fait savoir en 2017, on a beaucoup communiqué sur ce chiffre depuis. Et puis on va, là aussi, avec la filière, on travaille à la remise à jour de cette donnée dans les mois qui viennent. Parfait. Merci beaucoup, Didier Beauclerc. Et puis nous enchaînons sur une nouvelle table ronde. Merci beaucoup. Nous venons de voir l'importance de la communication dans l'économie française et pour cette deuxième séquence, nous allons nous intéresser au modèle économique de la communication, modèle économique qu'il va falloir réinventer parce qu'on ne va pas se mentir, tout ne se passe pas très bien, l'équation économique est assez délicate pour le secteur. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Agathe Bousquet, qui est la présidente de Publicis Group France, et puis David Leclabar, président de l'agence indépendante Australie GAD, et puis, bonjour, coprésident de l'AACC. Alors, les modèles économiques sont un petit peu compliqués. On le voit que les agences de communication ont un tout petit peu de mal à bien vivre. Ce qui veut dire, et on va en parler avec vous, Agathe Bousquet, ce qui veut dire que on peut rentrer dans un cercle vicieux, moins d'argent, moins de talent, moins d'argent. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est bien que ces états généraux, ils abordent le sujet de la valeur au sens de l'impact économique et social positif de nos métiers, mais aussi le sujet de la rémunération. Je suis assez contente qu'on aborde ce sujet-là sans trop de caricatures ou sans trop de raccourcis, ce qui n'est jamais très évident en réalité. En fait, c'est assez simple, l'équation est complexe parce que c'est banal de le dire, mais ce n'est pas toujours bien entendu au moment des négociations. Notre métier, c'est des gens, c'est des talents, c'est toujours des métiers très intellectuels, c'est des créatifs, des stratèges, des gens qui font de l'influence, des gens qui font de la communication interne, enfin des métiers extrêmement divers. Et ces métiers se sont énormément complexifiés depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de métiers nouveaux qui ont été créés, notamment par la révolution digitale, la fragmentation des médias, des audiences, etc. C'est un peu comme si, au fond,
pour faire une bonne baguette, il fallait à la fois les très bons boulangers d'il y a 20 ans, les très bons créatifs, les très bons stratèges, mais en plus tout un tas de gens autour du fournil pour faire en sorte que la stratégie de communication soit évidemment extrêmement efficace, sachant que la révolution digitale, elle a coûté assez cher. On a tous beaucoup investi dedans pour que, évidemment, ça fonctionne. De nouveaux talents. De nouveaux talents. Et j'ajoute à ça qu'il faut aller les chercher. Et j'ajoute à ça que là, on n'en parle pas souvent, mais on le voit déjà dans nos agences à quel point c'est déjà un investissement en temps et en argent. Il y a une autre révolution qui est en jeu, qui est la révolution sociétale, la révolution environnementale. On investit tous beaucoup pour mesurer, réduire l'impact de nos campagnes, etc. Tout ça, c'est de l'investissement. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'il y a une pression énorme sur les contrats, une pression énorme sur la rémunération, alors que l'équation, elle s'est complexifiée. Alors concrètement, il y a un moment qui est notamment clé et qui revient de plus en plus souvent en termes de pression sur la rémunération, c'est le moment de la fin d'un contrat. Alors, quand il y a la fin d'un contrat, il y a une alternative assez simple en général, soit appel d'offres, où là, c'est un moment de rapport de force assez violent en termes de rémunération et en termes de négociation. Mais Cécile Lejeune y reviendra tout à l'heure, donc j'insiste pas, mais c'est un point assez central. Et puis, il y a une alternative qui est la fidélité. Et on oublie souvent de dire que la fidélité d'un annonceur, ça peut aussi coûter un peu d'argent. Parce qu'en réalité, au moment où on reconduit... J'ai souvent vu au cours des 20 dernières années que j'ai passé en agence des scopes augmentés, mais pas forcément la rémunération de la même manière. Alors qu'une fois encore, comme je le disais au début, ce sont des gens. Et ces gens-là, ils ont des carrières qu'on doit accompagner. Ils font un métier, comme je l'ai dit, plus complexe. Donc souvent, ils coordonnent des choses beaucoup plus larges. Ils doivent continuer à faire très très bien le métier qu'on faisait déjà il y a 20 ans et faire plein d'autres métiers autour, ou coordonner en tout cas plein d'experts autour de la table. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important de rappeler cette notion de talent et d'individu, parce qu'en réalité, souvent, le meilleur moyen pour que, et chez l'annonceur, parce que c'est une histoire de collectif, cette histoire. Et chez l'annonceur et en agence, on est les meilleurs talents, et on est donc les meilleures campagnes, les meilleures stratégies en général, quelles qu'elles soient, de communication. Ça a une valeur. Ça a une valeur. Oui, ça a une valeur. Et on va voir avec David Leclabar, cette valeur, comment est-ce qu'on arrive à la matérialiser dans les contrats avec les annonceurs ? Ça va dépendre beaucoup du type d'agence et du type de relation qu'on va avoir avec les annonceurs. Parce qu'en fait, deux annonceurs ne vont pas forcément se ressembler, ni dans leurs demandes, ni dans les supports qu'ils vont utiliser, ni dans leur envie de travailler au long cours avec une agence. Donc on s'aperçoit que les grandes histoires avec les grandes marques sont toujours des liens très forts, issus de liens très forts entre un annonceur et une agence. Donc on sait que le long terme paye, on le voit bien. Pour autant, il y a des agences qui vont travailler au coup par coup, au mode projet, et c'est plutôt ce type de contrats qui sont en train de venir. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'il y a plein d'agences qui ont réussi... On se remet en cause beaucoup plus rapidement, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on fait son chiffre d'affaires au fil de l'eau. Donc on commence l'année avec peu de visibilité, puis on doit finir l'année avec 100% de son chiffre d'affaires. Ce qui n'était pas le cas du tout des agences de conseil, qui, elles, commençaient l'année avec 80% ou 75% de leur chiffre d'affaires en visible. Et il fallait compléter avec du développement, mais on savait où on allait. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose quand on cherche de la flexibilité. Il se trouve que les métiers, comme disait Agathe, du digital ont beaucoup changé nos approches, et eux sont toujours en recherche d'une grande flexibilité. Là où la question va se poser et devient plus problématique, c'est que la flexibilité peut se transformer en précarité, très vite. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'y a que de l'humain. Donc quand on n'a que de l'humain, il y a une prise de risque qu'il faut prendre à un moment donné, notamment dans un pays où on a la chance d'avoir un droit social qui est fort et qui nous protège très bien, on le voit depuis le début de cette crise. Donc n'oublions pas quand même où est-ce qu'on vit, dans quelle économie on participe, d'autant plus que si nos métiers ont de la valeur, les gens qui le font et les marques ont de la valeur. Et donc, il faut que ça se retrouve dans les contrats. Donc, l'enjeu, il est double pour moi. Il est que la précarité, elle ne se retrouve pas sur des gens qui sont externes aux agences, comme les freelances, qui peut être parfois le cas, parce que si je ne prends pas le risque, moi, dans mon entreprise, c'est quelqu'un extérieur qui va le prendre. Mais je rappelle aussi, il ne faut pas non plus que le risque se prenne en agence. Parce qu'une agence, pour accompagner des talents, elle doit mettre des cadres en place, que ce soit du management, de la formation, un service RH, un dialogue paritaire, et tout ça, c'est du temps. Et donc tout ça, c'est de l'argent. Et ça a de la valeur. Une valeur essentielle. Pourquoi ? Parce que si on veut être performant dans le contenu de ce qu'on fait, il faut que ça soit réplicable et durable. Et ce n'est possible que quand on accompagne les talents. D'où l'importance de ces contrats qui doivent prendre en compte le fait qu'il y a des cadres à mettre en place dans les entreprises. Alors ça, on a bien compris la problématique, mais soyons clairs, quel est le rapport de force et comment est-ce que, une fois que vous avez expliqué ça à vos clients annonceurs, comment est-ce que vous arrivez à dire, écoutez, donnez-nous un peu plus de temps, travaillons sur le long terme, changeons les termes du contrat. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? On s'est quand même beaucoup adapté dans les années qui viennent de passer pour pouvoir répondre à des besoins variés. Ça, c'est un premier point. Ce qui est bien avec ces états généraux, c'est que, contrairement à notre habitude, qui est de passer notre temps à parler du contenu de ce qu'on fait, aujourd'hui, on parle
beaucoup plus du cadre et du processus pour arriver et être performant durablement ensemble. D'ailleurs, on le fait ici, mais il faut voir que le Club des annonceurs l'a fait il y a 15 jours ou 3 semaines en parlant d'une réinvention des relations et des interdépendances entre marques et agences, ce qui est très intéressant. Donc le dialogue est en train de s'ouvrir, certains y arrivent très bien, on peut prendre l'exemple tout simplement en regardant des confrères et des consoeurs qui mettent en place des systèmes vertueux avec des marques qui sont très fortes sur leur marché, donc on peut s'inspirer de certaines pratiques qui existent, et puis après, il faut bien rappeler au début d'un contrat qu'il y a le contenu qui est important, et souvent on choisit une agence pour ce qu'elle a produit, mais il y a aussi tout le processus qu'on a fait autour qui est extrêmement important si on veut que cette performance soit durable ensemble. Alors, Agathe Bousquet, on a parlé de précarité, David Leclamart. Est-ce qu'on peut parler de paupérisation ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a c'est comme dans tous les secteurs, comme dans tous les milieux, il y a des excellents partenariats, il y a de très belles histoires où il n'y a pas du tout de paupérisation, il y a une compréhension, il y a une compréhension de la valeur des talents, il y a une compréhension même, on a conscience qu'autour de la table, il y a plus de monde, on a conscience qu'on a besoin de certaines expertises, et donc il y a des partenariats vertueux, où là, il n'y a pas du tout de paupérisation, et puis il y a des couteaux sous la gorge. Il y a des moments, en effet, de rapports de force qui sont extrêmement violents et où, en effet, l'agence, elle a le choix entre d'aller face à une alternative qui, de toute façon, n'est pas bonne ou voire est très mauvaise. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est là où on a besoin des directions des achats, on a besoin des directions générales, on a besoin évidemment des directeurs marketing, des directeurs de la communication, mais qui souvent sont assez d'accord avec nous. Enfin, il faut quand même se dire la vérité. Nos partenaires du quotidien, c'est ceux qui ont besoin, et souvent ils le disent d'ailleurs, on a besoin d'agences fortes, on a besoin que vous me recrutiez les meilleurs planeurs, on a besoin des meilleurs influenceurs, on a besoin des meilleures stratégies data, etc. Donc eux, ce ne sont pas des gens qui vont tirer vers le bas en général. La réalité, c'est qu'eux-mêmes sont dans un environnement où on leur demande des coupes. C'est pour ça que c'est là où, au fond, c'est l'intelligence d'une gouvernance de l'entreprise au global sur la communication, et c'est pour ça que tout est dans tout. Il faut valoriser la communication. On venait de dire tout à l'heure qu'un euro investi en communication rapporte plus de 7 euros à l'entreprise. Ça, c'est clé pour rappeler aux directions générales, aux présidences et aux directions des achats qu'à un moment donné, on ne coupe pas moins 40, moins 50 comme ça du jour au lendemain une agence. Alors, on ne coupe pas moins 40, moins 50. C'est le message très clair qu'on peut faire passer aux annonceurs. Merci beaucoup, David Leclamart. Merci beaucoup, Agathe Bousquet, pour votre participation. Merci. Alors, nous venons de voir l'importance d'investir dans les talents. Nous avons maintenant parlé de l'importance d'investir dans la technologie. Pour ça, je reçois Stéphane Distinguin, créateur de l'agence d'innovation Faber Nobel, et puis Cécile Lejeune, présidente de VML Y&R, l'ex Young & Rubicam. C'était beaucoup plus simple à dire, excusez-moi. Alors, Stéphane Distinguin, nous allons parler... le digital, on l'a dit déjà, et puis on le voit partout, c'est arrivé dans les agences, c'est une véritable révolution. Ça nécessite des nouveaux talents, ça nécessite des nouvelles technologies. Il faut investir beaucoup. Est-ce que vous en avez les moyens ? Ah oui, on en a les moyens. Et puis, alors moi, c'est vrai que j'ai une chance, peut-être, pour reprendre ce que disait Agathe Bousquet tout à l'heure, c'est que moi, j'ai créé une boulangerie numérique. Donc, il y avait une époque, j'ai commencé par là. Donc ici, j'ai eu cette chance-là. Mais oui, on a les moyens d'attirer des talents. Et puis, de toute façon, notre métier, ce qui reste vraiment commun à toutes nos boulangeries, c'est le temps d'avance. C'est qu'on n'a pas forcément le plus vieux métier du monde. Je pense qu'on a le plus beau. On a cette chance. C'est que ce qui est rare, c'est justement d'anticiper le monde qui vient. Et dans le monde qui vient, ça fait un moment qu'on s'est rendu compte, et vous avez dû suivre comme moi les résultats de toutes les grandes plateformes web ces derniers jours. On voit bien qu'en fait, il y a... Elles étaient déjà fortes dans le monde d'avant, dans le monde d'après, elles sont extrêmement accéléré. puissantes. Donc en fait, cette puissance nous oblige tous, annonceurs, agences, toutes les entreprises, toutes les organisations, en fait, à s'adapter et avoir quelque chose à proposer pour cette ère numérique. Et en fait, nos métiers, ils se recomposent, parce qu'il y a les tech compagnies, je viens de vous en parler. Mais moi, je pense que nous sommes des talent compagnies. C'est-à-dire que notre métier à nous, c'est justement de composer des talents différents. Voilà, c'est ce que, là encore, Agathe Bousquet vous a dit, c'est qu'il faut qu'on sache mélanger, avoir le bon mix, en fait, de compétences. Et avec les années, on s'est rendu compte que le planning stratégique venait en concurrence avec le conseil en stratégie, que les SS2I, Accenture et quelques autres venaient en fait et se disaient qu'elles étaient les premières en fait sur les sujets de la communication aujourd'hui parce qu'elles géraient en fait les tuyaux. Et puis enfin, il y a les startups qui ne sont pas les dernières, non pas à nous faire de la concurrence, mais c'est très très important quand on parle de talent et de budget, c'est que nous, on aura toujours un métier, un très beau métier, tant qu'on saura
accueillir, attirer des gens qui ne vont pas chez nos clients. Et alors là, il y a un problème, parce que vous parlez des startups, des plateformes, des tech compagnies, elles lèvent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elles sont très attrayantes pour les jeunes, elles ont les moyens de les payer, et puis c'est très bien d'aller dans les startups. Est-ce que vous avez les moyens de lever autant d'argent et d'être aussi attrayant ? Alors, on a les moyens de lever de l'argent, on a des modèles, on a la chance aussi d'avoir des modèles qui nous permettent... Alors, c'est le fond du débat, c'est qu'il faut qu'on ait les moyens de continuer à pouvoir recruter ces personnes et les accompagner dans leurs aspirations, parce qu'ils ne rentrent pas avec un salaire donné pour ne jamais être augmentés. Donc, ils attendent aussi à ce qu'on puisse grandir avec eux. Mais on a cette chance extraordinaire qu'on a aussi affaire à une génération qui n'a pas seulement envie de gagner de l'argent, qui a aussi envie d'apprendre. Et je pense qu'on est parmi les meilleures organisations pour apprendre des métiers et pour, j'insiste, combiner ces compétences. Parce que, en fait, il n'y a pas de problème complexe. Je ne vais pas vous faire du Edgar Morin de cuisine, mais c'est qu'il n'y a que de la transversalité. Alors, donc, comment est-ce qu'on mélange et c'est ça qui est en fait tout l'intérêt. Et ça, on peut le proposer en fait à des jeunes, c'est d'apprendre en se combinant et en côtoyant des compétences très différentes. Merci, je me tourne vers Cécile Lejeune. Alors, on l'a vu, hein, les modèles économiques sont remis un tout petit peu en cause. Et puis, j'ai l'impression que vous passez votre temps à faire des pitchs. C'est délicat ? Oui, c'est effectivement le sujet qui cristallise aujourd'hui aussi notre problème de business model. Agathe Bousquet en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que les appels d'offres, ça fait partie de la vie et de notre métier depuis le début. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus souvent, puisqu'on a compris les contrats sont de plus en plus courts, voire on travaille au projet et à chaque fois il y a un appel d'offres. Donc il y en a de plus en plus souvent. On nous demande de faire de plus en plus de choses dans le cadre de l'appel d'offres qui, je rappelle, la plupart du temps pas rémunéré. Et au final, effectivement, on y passe beaucoup plus de temps. Donc qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, la plupart des agences n'arrivent pas à amortir le temps qu'elles passent sur les appels d'offres par les gains. Donc ça veut dire que les agences perdent beaucoup d'argent sur cette partie d'appel d'offres. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout obligatoirement, ça veut dire que le reste des équipes qui ne font pas des appels d'offres mais qui travaillent pour les clients sont obligés de participer un peu aux appels d'offres et que forcément, au final, les clients en pâtissent. C'est-à-dire que tout le monde a à perdre puisque obligatoirement, si on passe plus de temps sur les appels d'offres, on passe moins pour les marques et nos clients et on crée moins de valeur pour les marques et on a tous à perdre. Et alors, quelle est la solution pour en sortir ? La solution, c'est exactement le rôle des États généraux, de trouver la solution. Oui. Et je suis plutôt optimiste parce qu'effectivement, pour la première fois, grâce aux États généraux, parce qu'il y a les marques, les agences, les médias qui ont décidé de travailler ensemble, qui ont compris qu'il y avait un sujet de valeur et qu'il fallait défendre la valeur de notre métier, je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de s'engager pour dire qu'on va trouver des solutions ensemble. Ça veut dire ? Quel type de solution ? Il y en a plein qui peuvent être. Est-ce qu'il faut payer les pitchs, par exemple ? Par exemple, pourquoi pas ? Alors après, la vraie question, il y a de plus en plus de marques qui dédommagent les pitchs, par exemple. Ça commence et il y en a de plus en plus. Mais peut-être qu'il ne faut pas juste les dédommager, il faut peut-être aller un poil plus loin. Peut-être qu'il faut aussi réduire le nombre de pitchs qu'on fait. On n'est pas obligé d'en faire tous les ans. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être travaillées. Donc, allonger la durée des contrats et rémunérer les pitchs, ça, c'est un bon début pour discuter entre vous. Par exemple. Mais il y a aussi, je trouve que le sujet de comment on s'assure que le temps passé sur les appels d'offres est amorti par les gains, c'est aussi un sujet qui peut être intéressant à travailler. En fait, dans le fond. Donc oui, on a du boulot. Vous avez du boulot. Alors, vous avez du boulot. Et dans ces états généraux de la communication, on a fait intervenir des jeunes, des étudiants qui connaissent mal le métier, mais qui sont intéressés par la communication. On a une question pour vous qui est posée par Agathe Lemoine, qui est étudiante en licence information et communication de l'Institut catholique de Paris. Je vous en prie. Bonjour, j'ai une question pour Cécile Lejeune. Comment faites-vous pour attirer des jeunes talents dans votre agence ou plus largement dans les agences, alors que votre secteur a la réputation d'être moins rémunérateur et surtout moins éthique ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Merci Agathe, c'est une très bonne question. D'abord Agathe, je pense que j'ai envie de dire, et tu l'as dit Stéphane, que je pense qu'on peut attirer aujourd'hui les étudiants et les jeunes parce qu'on fait un très très beau métier. Enfin, le plus beau métier du monde. Mais pourquoi ? Je ne sais pas si Agathe en a conscience. Est-ce qu'il y a un métier où notre rôle est d'avoir des idées, de passer notre temps à avoir des idées ?
et que tout le monde peut avoir des idées, quelle que soit la hiérarchie. C'est-à-dire que, et en plus, on doit changer de sujet tous les jours, donc on a le droit d'avoir des idées nouvelles tous les jours pour des nouveaux sujets. Enfin, il y a quand même peu de métiers où on fait ça, réellement, et peu de métiers où on a ce plaisir. Donc ça, c'est ma première réponse pour Agathe. Il y a aussi, parce qu'elle est, vu son âge, d'une génération qui a envie aujourd'hui de faire changer les choses, de changer le monde. Et ben, je pense que si on veut faire changer les choses et accompagner la transition écologique, accompagner la transformation de la consommation, ben, le meilleur endroit pour faire changer les choses, c'est d'être en agence. Stéphane Distinguin, très très court, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je dis toujours à mes collègues les plus jeunes qu'on a la chance extraordinaire d'avoir un métier où on peut être jeune et avoir raison. C'est génial. Ça, c'est extraordinaire. Ben oui. Voilà, ça c'est un bon pitch. Jeune, vous venez chez nous, vous aurez raison. Merci beaucoup Cécile Lejeune, merci beaucoup Stéphane Distinguin. Et puis, vivement les jeunes. Oui, merci. Pour cette troisième table ronde, nous allons parler de la nécessité d'investir maintenant dans les contenus, puisqu'on va se mettre du côté des médias. Et pour ça, je reçois Aurore Daumont, qui est la présidente de Média Figaro, qui est Bonjour, chez elle, voilà, la régionale de l'étape, comme on dit, et Magali Florence, qui est la vice-présidente de l'UDECAM, qui représente donc toutes les agences médias. Aurore, il faut investir dans les contenus, effectivement, ça c'est le travail de la presse. Comment est-ce que vous le valorisez par rapport aux annonceurs ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de valeur sans parler de valeur du contenu, sans parler d'investissement et sans parler de lien de confiance. Parce qu'on voit, et d'ailleurs le Covid est un bon moyen de mesurer ça, l'appétence des audiences se fait en fonction de la qualité de ce qui est proposé en termes de contenu éditorial. Et les médias, finalement, sortent très puissants de cette crise. Ils n'ont jamais été aussi puissants, ils n'ont jamais été aussi efficaces et ils aident aussi à transformer le monde. À transformer le monde en transformant justement la façon de parler par exemple de développement durable, mais aussi la façon de faire vacciner une population. Donc, et ce que les marques viennent chercher chez nous, c'est ça. C'est en fait à la fois ce lien de confiance et ce lieu de rendez-vous entre elles et des consommateurs. Donc c'est très très important que l'endroit où elles viennent, et on en parle souvent avec les agences, soient des endroits de très grande qualité. Et ce qui est peut-être un peu paradoxal, c'est que alors que les médias investissent, et investissent massivement, ils investissent pour créer ces fameux points de contact, qu'ensuite on discute avec les agences, ce fameux parcours client. Donc elles investissent beaucoup dans le digital, elles investissent beaucoup dans la technologie ou dans le RGPD, elles investissent beaucoup dans la qualité publicitaire. Donc les marques et les agences nous demandent une qualité et une intégration publicitaire toujours plus riche. Et paradoxalement, eh bien, en fait, la valeur des médias baisse. Oui, ça c'est le paradoxe que vous vouliez souligner. Alors, ces états généraux de la communication ont entamé un travail de construction d'un baromètre afin de mesurer le poids de la communication immatérielle et en particulier la communication responsable. Ça, c'est un mot nouveau. Très important parce qu'on voit à quel point les entreprises ont besoin de communiquer sur leurs engagements responsables. C'est difficile de le faire dans n'importe quel média. Elles ont besoin de médias qui véhiculent cette confiance et qui offrent des contextes. Et nous, on s'est dit qu'on offrait ça, mais on devait aussi, avec les états généraux, se mettre autour d'une table et réfléchir à ce tracking de l'évolution de la communication responsable des marques, voir quelle est la pression qu'elles mettent sur leur actif immatériel, comme on a dit précédemment, et sur leur communication qui est de plus en plus responsable, et on s'en félicite. Très bien. Magali Florence, alors je me retourne vers vous. Donc, vous êtes vice-présidente de l'UDECAM, les agences médias. On l'a vu, il y a des paradoxes pour les médias, il y a des pressions sur les agences. Comment est-ce que vous gérez tout ça ? Alors nous, on est la quintessence des différentes pressions et paradoxes évoqués précédemment, par définition, des intermédiaires. C'est notre rôle par la loi, avec la loi Sapin. La pression de recruter des talents, la pression d'investir dans la data, la pression d'investir dans la tech. On est à la croisée des chemins dans un univers qui a explosé en termes de médias. Aurore le disait, ça devient de plus en plus sophistiqué. Tous les médias sont multi-device, tous les médias aujourd'hui s'achètent de façon différente. On parle de plus en plus d'achats programmatiques, mais on reste encore sur des achats à l'ordre d'insertion. Il faut qu'on investisse sur des nouveaux métiers. Depuis 15 ans, les investissements du marché publicitaire n'ont augmenté que de l'ordre de 30%. On a multiplié par 2 le nombre de métiers représentés en agence média.
Je parlais des médias qui ont des audiences à la fois en offline et en online. Tout ça, ça a besoin d'être mesuré. Et les études d'audience ont explosé. Ça coûte aux agences médias en France 15 millions d'euros par an. Par an, d'accord. 15 millions d'euros et le budget consolidé, études et outils des agences de l'UDECAM. Et puis effectivement, la course à la productivité avec du développement d'automatisation, de techno, pour permettre de dégager un maximum d'intelligence pour accompagner nos clients dans des systèmes de plus en plus sophistiqués. Alors on l'a vu, vous êtes au milieu, vous devez investir beaucoup, hein, vous vous rappelez 15 millions d'euros rien que pour faire toutes les études d'audience des différents médias et participer aux études d'audience des différents médias. On l'a vu, c'est aussi un métier qui s'est automatisé avec le programmatique. Comment est-ce que vous travaillez encore en amont avec les médias ? Alors, notamment sur le contenu, pour rebondir sur ce que disait Aurore, le contenu, et en particulier avec la disparition des cookies, voilà. Je pense qu'on va revenir en force sur le content planning, sur l'importance de l'environnement éditorial, sur la caution de la marque média qui héberge une marque commerciale. Et ça, pour le moment, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle qui soit capable... C'est encore un métier d'être humain ? Absolument, c'est encore un métier d'expertise humaine, de sensibilité, de talent. Donc il y a effectivement ça. Et puis, toute machine, aussi intelligente soit-elle, tout algorithme, aussi intelligent soit-il, finalement, il est conçu par des hommes. Donc, de toute façon, il y aura toujours besoin d'hommes. Alors, Aurore Daumont, on a évoqué très rapidement la disparition des cookies. Et donc, on revient comme ça à des relations humaines et de l'humain. Il faut aussi investir dans l'humain. Ah oui, mais je crois que la preuve en est aujourd'hui, dans des grandes marques qui sont devenues multicanales, avec des contenus vidéo, des contenus sociaux, sans talent, sans humain, sans journaliste, sans personne aussi pour opérer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la formidable équipe qui est derrière et qui rend tout ça possible. En fait, l'humain est partout et je crois que peut-être que le confinement nous a appris que c'était précieux que l'humain soit au centre de tout. Magali Florence, quelle est l'action récente dont vous êtes le plus fier pour aider vos clients ? Définitivement le coup de gueule qui vient de paraître de la part des agences médias, de l'UDECAM, contre la décision unilatérale de Google de réimpacter de 2% sur les 3 que le gouvernement lui a imposé, 2% d'augmentation taxée sur leur prix de vente d'achat d'espace. Donc, on n'est pas d'accord. Vous avez eu aussi des problèmes avec le confinement. Est-ce que vous avez quelles sont les leçons que vous prenez du confinement ? Beaucoup de contacts. Encourager le lien de façon différente par rapport à un lien physique qu'on peut avoir quand on est dans nos agences respectives et quand on peut voir nos clients en réunion. Décrocher son téléphone, envoyer un petit mot personnalisé, et éventuellement essayer de débarquer avec un panier pique-nique chez un client pour faire un déjeuner improvisé à deux. Excellente idée. Merci beaucoup, Aurore Daumont. Merci, Magali Florence. Et nous passons à la prochaine table ronde. Merci. Merci. Pour cette 4e table ronde, nous allons parler de la nécessité d'investir dans la marque. On l'a vu, il y avait les médias, il y avait la technologie, et là, on va parler de la marque, parce que quand même, on est dans le secteur de la communication. Pour cela, je reçois Stéphanie Rismond, qui est directrice de la communication et de la marque de la SNCF, donc énorme marque connue par à peu près tous les Français, j'imagine. Oui, et puis Nicolas Gondot, qui est le cofondateur de The Observatory International, cabinet de conseil pour jouer les conseils et les intermédiaires entre les annonceurs et puis leurs agences. On va commencer par vous, Stéphanie Rismond. Donc, vous avez une marque très importante, une marque qui a connu, comme tous les autres, des difficultés en 2020. Ça a été difficile de communiquer auprès de ses usagers, on dit, ou clients ? Voyageurs, effectivement. Et donc, comment est-ce que vous pouvez communiquer sur le long terme avec vos agences ? Je pense qu'à la SNCF, où je suis depuis 1 an, comme dans d'autres entreprises, il est indispensable de créer un relationnel très fort entre l'agence et l'annonceur. C'est-à-dire, moi, je considère que
pour avoir de bonnes campagnes, pour avoir des résultats, il faut avoir une relation gagnante-gagnante avec nos agences. Agathe le disait, la relation sur le long terme, elle est indispensable. Après, on peut faire des appels d'offres par moment, et c'est nécessaire de remettre en compétition une agence avec qui on travaille, mais j'ai envie de dire, il faut le faire de façon, pas rare, mais de façon séquencée, pas tout le temps et sur n'importe quoi. D'accord, donc c'est ce que disait Agathe Bousquet, il y avait personne n'a y gagné à remettre en appel d'offres tous les ans un même budget annonceur. Ce qu'elle demandait aussi, c'est la rémunération de ces pitchs. Quelle est votre position en tant qu'annonceur ? Alors, moi je suis pour la rémunération des gros pitchs. Je ne parle pas de tous les pitchs qui sont sur tous les sujets, mais quand on choisit une agence de publicité pour un contrat sur 3-4 ans, je pense que les agences qui travaillent sur ces pitchs passent des heures et des heures, mobilisent des expertises, des ressources, et donc c'est normal de rémunérer ces agences qui sont en finale, quand c'est structurant, quand ce sont des gros pitchs qui engagent une agence, et l'agence met énormément de moyens. Moi, j'ai travaillé en agence pendant 10 ans, je sais ce que ça veut dire, et donc je crois que c'est important, effectivement, que les annonceurs aient conscience de ça. Alors, on l'a vu, cet écosystème se complexifie. Hein. Il y a de plus en plus de technologies, il y a de plus en plus d'intervenants, il y a de plus en plus de médias, il y a des canaux. Et vous-même, vous êtes une grande entreprise qui est assez complexe. Comment est-ce que vous gérez cette complexité avec vos partenaires ? Il y a quelque chose qui est particulier dans l'entreprise, qui existait moins il y a 15 ou 20 ans ou 10 ans, c'est l'écosystème interne. C'est-à-dire on a une pression dans l'entreprise de plus en plus importante des achats, du juridique, de la direction financière. Et notre rôle de directeur de la com, c'est d'être capable de prouver et de montrer que ce qu'on dépense comme argent, c'est un investissement et ce n'est pas juste un coût pour l'entreprise. Et tout l'enjeu, c'est de démontrer ça et d'avoir suffisamment de leadership pour montrer effectivement que quand j'investis dans ma marque, j'ai de la croissance et ça se retrouve dans mes résultats. C'est ce fameux effet de levier, quand on investit 1 euro, il y a entre 7 et 8 euros de résultats. Exactement. Et sur la pub, il y a des choses qui sont moins tangibles. La communication institutionnelle, l'image, la réputation. C'est plus difficile de mesurer, mais je crois qu'il faut qu'on mette en place des outils de mesure parce que parler de son entreprise aux parties prenantes, quelles qu'elles soient et quels que soient les canaux, c'est indispensable pour donner de la valeur à sa marque. Alors, Nicolas Gondot, vous êtes cabinet de conseil, donc vous conseillez à la fois les agences et les annonceurs. On parlait de complexification. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de personnes comme vous qui ont une image un peu générale. Vous êtes au cœur du dispositif. Qu'est-ce que vous conseillez aux agences et aux annonceurs ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance, de par mon activité, d'être témoin de nombreux cas de figure, que ce soit en France et aussi beaucoup à l'international. Et donc, pour répondre à votre question, Enguerrand, on l'a vu tout au long de cette journée, on est face à une complexité extrême. Oui, c'est un sujet qui est très compliqué. Et je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de recette miracle. Je crois que c'est un peu le constat qu'on peut se faire, même s'il y a des belles initiatives qui sont faites par les uns ou les autres. Moi, je retiendrai 2 axes d'amélioration. La première, c'est vraiment, je crois que c'est très très important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut constater notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, un client va être fier de payer le CEO de l'agence. C'est-à-dire qu'il va considérer que le marketing, c'est un investissement, c'est pas un coût, et il va essayer finalement de capter les meilleures ressources et les profils les plus seniors. Donc c'est vraiment cet état d'esprit. En France, c'est beaucoup moins le cas. Il y a des marques qui le font, mais elles sont plutôt rares. Et d'une manière générale, beaucoup de marques vont considérer que le patron d'une agence ou son directeur de création ont plus un rôle finalement de management général et ne vont pas forcément du coup rémunérer leurs agences alors que ces personnes s'investissent énormément pour eux. Donc je crois que c'est vraiment très important de parler de cet état d'esprit. Et puis il y a un deuxième axe d'amélioration.
qui est peut-être encore plus complexe, puisqu'on a parlé beaucoup de cette fameuse complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un CMO d'une entreprise se retrouve face à une complexité extrême, c'est-à-dire, et comme on parle beaucoup de budget aussi, c'est comment j'arbitre mon budget entre le média payé, mes propres ressources marketing de mon équipe, les agences, conseils, d'une manière générale, tout ce qui va être la production de contenu, et donc cet arbitrage, et évidemment la technologie, puisque, comme vous le savez, la technologie s'est invitée depuis ces dernières années à la table du marketing, avec des investissements qui sont absolument colossaux, et cet arbitrage, le gâteau n'a pas grossi. Comment moi, en tant que CMO, j'arbitre, et finalement, comment je suis vu aussi en interne, Stéphanie, tu le disais, comment moi, en tant que directeur marketing communication, j'existe, et je suis capable aussi de justifier ces investissements. Et pour ça, je pense que c'est vraiment une problématique de compétence. C'est cette problématique de compétence, d'état d'esprit. Et si on devait résumer un petit peu mes propos, ce serait je crois, si on essaie aussi de trouver des solutions concrètes, ce serait d'énormément investir dans la formation. Déjà dans la formation tout à fait en amont, la formation de tous les jeunes qui vont sortir des écoles. Je pense, et ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de cours dédiés à l'économie. Qu'est-ce que l'économie d'une agence? Qu'est-ce que la mesure de la performance? Qu'est-ce que la finance du marketing? Je crois qu'on devrait énormément insister là-dessus. Et puis, évidemment, pour tous les CMO et directeurs de la commission qui sont en poste, ça passe, je pense, par énormément de formation continue pour revaloriser ce métier, parce que les agences souffrent, c'est clair, elles le disent, mais je crois que le pendant, et côté direction de la communication, c'est aussi un petit peu le cas, c'est-à-dire un peu une... C'est important. Stéphanie Rismon, Nicolas Godot parlaient d'état d'esprit. Un état d'esprit, c'est long à changer, ou quand vous arrivez dans une société, dans un grand groupe comme celui de la SNCF, on peut impulser un nouvel état d'esprit assez rapidement? Je crois qu'il y a un état d'esprit du dirigeant, que l'on est, directeur de la com. Je crois qu'on ne fonctionne pas les uns les autres de la même façon. Donc, soit par son expérience, soit par qui on est, la confiance qu'on peut avoir, a priori. Donc, c'est vrai que c'est un état d'esprit du dirigeant. Après, c'est avec des preuves qu'on convainc. Ouais. Donc, l'état d'esprit ne suffit pas. C'est aussi la façon dont on est capable d'interagir avec l'écosystème en interne. Moi, je sais que quand je travaille, on a fait une compétition il n'y a pas si longtemps que ça, quand on travaille avec les achats, le juridique, si chacun aussi est bien à sa place, joue son rôle dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais il faut que chacun reste à sa place, ce qui n'est pas toujours évident dans toutes les entreprises. Alors, on est, Nicolas Gondot, on est dans ces états généraux de la communication. Ce mot état d'esprit, je le retiens. Il y a un écosystème avec des annonceurs, des agences, des médias. Est-ce que vous pensez que si tout le monde se met autour d'une table, l'état d'esprit peut évoluer? Absolument. Il suffit de voir la qualité des intervenants de cette journée. Je crois que tout le monde est mobilisé. Ce n'est pas les uns contre les autres. Il y a autant besoin de changements du côté des clients, des agences. Donc je crois que cet état d'esprit, il est fondamental. Alors, on parle de culture, donc c'est très long. Le changement est long, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut l'inculquer dès la formation, dès l'école. Donc on est en train de se dire qu'on change un petit peu les principes d'une société, donc ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je crois que le principal sujet, c'est la bienveillance, le respect. Je crois que les clients et les agences sont exactement dans le même bateau, et quand ils l'ont compris, ça donne des collaborations qui sont formidables. Plus fructueuses. Formidables. Parfait. Et efficaces. Merci beaucoup Stéphanie Rismon, merci beaucoup Nicolas Gondot pour avoir participé à cette table ronde. Puis nous allons enchaîner sur la prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Nous abordons maintenant la troisième partie de cette journée des États généraux de la communication. Troisième partie qui va être consacrée à la marque. La marque en tant qu'actif immatériel et comment la communication peut être au service de la valeur de la marque. Pour en parler, j'accueille Alexis Carclins-Marché, qui est le partenaire du cabinet de conseil 8 Advisory. Alors, on va parler de cet actif immatériel de la marque. Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? C'est une vraie bonne question. C'est vrai que, d'abord, merci pour l'invitation. Je dois dire que, en pensant au thème même,
la communication au service de la valeur des marques, là on est sur un thème qui m'est cher puisque ça fait maintenant 25 ans que je mets de la valeur financière sur les marques. Et je trouvais même que le thème de ces états généraux était passionnant parce que c'est une forme de provocation de dire est-ce que la communication peut être vraiment un facteur de relance? Est-ce que ça peut participer à la relance? Vous le savez bien, quand on parle de communication, on imagine que c'est futile, parfois même inutile, en tout cas quelque chose, ça serait de la dépense. Et la dépense, c'est pas de l'investissement, ou en tout cas trop souvent, la dépense c'est connoté négativement. Je me souviens, pour une anecdote, d'un administrateur dans un conseil d'administration disant à l'entreprise, vous savez, si vous avez vraiment envie de dépenser plus en communication et en marketing, c'est que vous avez trop d'argent. Bon, alors la réalité est évidemment plus nuancée, et je crois justement que un des problèmes, une des origines de cette défiance qui existe à l'égard de la communication, d'un point de vue financier, c'est justement les termes. On parle trop souvent de dépenses et pas assez d'investissement. Je vais le dire avec des mots financiers. La dépense de communication, ça passe dans le compte de résultat, et c'est un EBITDA, le fameux résultat dont tout le monde parle, qui est réduit. Et donc trop souvent, on a la vision de la communication comme une dépense. C'est pas, au fond, un investissement dans la marque, ça n'est pas comme une usine ou un entrepôt, ça ne passe pas au bilan, ça ne se voit pas, ou en tout cas en apparence, ça ne se voit pas parce que ça n'est pas physique, ça n'est pas tangible. Et bien, je crois qu'il faut sortir de cette dichotomie, je crois qu'il faut vraiment sortir de cette opposition, oublier ces termes, car oui, la communication, y compris sur le plan financier, c'est bien un investissement. Alors, je vais vous montrer une première illustration. Vous voyez ici, vous voyez un ensemble de marques, tout le monde les connaît, tout le monde les reconnaît évidemment, mais vous savez, ces marques-là, elles ne sont pas, pour une grande partie d'entre elles, ne sont pas au bilan. Apple n'est pas au bilan de la société Apple. Microsoft n'est pas au bilan, etc. Il y en a d'autres qui sont quand même au bilan, mais uniquement dans la valeur d'acquisition. Et c'est tout le problème de la comptabilité. La comptabilité, quand on investit dans la communication, ça passe en charge, ça réduit le résultat, et ça ne passe pas au bilan. Et encore une fois, je crois qu'en s'arrêtant à cela, on voit bien, c'est pas parce que ce n'est pas dans les bilans que ce n'est pas pris en compte par les investisseurs et les actionnaires. Et je vais vous montrer une deuxième illustration, justement pour rassurer. C'est bien un investissement, et pour le démontrer, c'est facile. On reprend les mêmes entreprises et on regarde leur valeur boursière, donc leur valeur de marché. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en réalité, pour les investisseurs, même si ça n'est pas au bilan, même si l'investissement en communication n'apparaît pas dans les bilans, eh bien, les investisseurs et les actionnaires prennent ça en compte dans les valeurs. On voit des valeurs très importantes, et une grande partie de ces valeurs pour les actionnaires, eh bien, sont justement liées à toutes les dépenses, à tous ces investissements de communication. Je le rappelle, sous l'angle financier, pour un financier, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise? La croissance, la rentabilité et la mesure du risque. Eh bien, un investissement en communication, parce que ça permet d'augmenter les ventes, parce que ça permet de dégager des résultats, parce que ça permet de recruter mieux, parce que ça permet de recruter plus, parce que ça fidélise les clients, parce que ça fidélise aussi les collaboratrices et les collaborateurs, eh bien, c'est l'investissement en marque, la communication, le marketing, la publicité contribuent à donner de la valeur. Et je vais terminer avec, finalement, un slide, une image qui va résumer tout. Une image qui va résumer tout. La valeur de l'entreprise mesurée avec ce ratio. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, c'est derrière cet anglicisme. Voilà. Alors, le price to book, c'est un ratio que nous aimons beaucoup dans le monde de la finance. Le price to book, ça mesure la valeur de marché, et on compare la valeur de marché à la valeur comptable. Et donc là, c'est mesuré sur l'indice S&P, Standard & Poor's 500, donc les 500 entreprises américaines, 500 entreprises importantes, depuis 1980. Pour l'illustrer très simplement, quand on est au-dessus de 1, quand ce ratio est au-dessus de 1, qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'il y a de la valeur qui n'est pas dans les bilans. Et vous regardez, Enguerrand, depuis 1980, ce ratio est systématiquement supérieur à 1, que l'on soit en temps de crise ou en temps d'expansion. Il est parfois redescendu, mais on le voit encore aujourd'hui, même en phénomène de crise, on est à plus de 3 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de valeur d'immatériel que de valeur de matériel. Et donc, ça me permet ici de conclure cette introduction en disant, quand on voit ce type de ratio, quand on voit ces entreprises, ça n'est pas parce que, historiquement, on parle de dépenses et non pas d'investissement qu'il faut oublier la communication et le marketing d'un point de vue financier, dès lors que c'est créateur de valeur, eh bien, c'est un investissement et ça crée de la valeur, et les indices boursiers le montrent.
Voilà. Alors, si les indices boursiers le montrent, vous dites qu'il y a une valeur financière, mais est-ce qu'il y a une valeur affective ? Est-ce qu'on peut mettre un peu d'affect dans ces mesures financières ? Alors, c'est évidemment toujours le plus difficile parce que l'affect, il est par nature immatériel, il est par nature subjectif et il est propre à chacune et à chacun. Sauf que l'affect, il doit se mesurer et il a sa traduction financière. Pourquoi ? Parce que l'affect, au fond, c'est une façon de fidéliser un client, de fidéliser un collaborateur, de fidéliser son environnement, ses parties prenantes. Et donc tout ce qui va contribuer, encore une fois, à générer du revenu, à générer du résultat, à générer de la fidélité, à générer de la récurrence. Quand on voit de superbes marques qui ont été construites dans la durée, au fond, on s'en fiche complètement de savoir si ça passe par le compte de résultat ou par le bilan. La réalité, c'est que ça se voit dans les valeurs et cet affect se traduit justement par cet aspect financier de récurrence, de chiffre d'affaires et à la fin de résultats. Et qui dit résultat pour un financier dit forcément un grand soulagement en termes de valorisation. Parfait, merci beaucoup Alexis pour cette démonstration, comme quoi la marque, et on l'a vu, hein, la marque a une valeur extraordinaire. Et pour en parler précisément, nous allons accueillir autour de cette table 2 marques, l'une qui est ancienne et qui est en train d'être relancée, Fusalp, et l'une qui est actuelle et qui est une marque qui repose sur la confiance, Orange. Dans cette nouvelle table ronde, nous allons parler des marques. On a vu Alexis Caclins qui parlait de la valeur financière de ces marques. Là, on va parler, j'allais dire, de la vie de ces marques. J'accueille Sophie Lacoste, qui est administratrice de Fusalp. Alors, Fusalp, on l'a dit, c'est une marque de vêtements de sport, une marque qui a vécu, une marque qui est relancée. Et vous allez nous dire comment est-ce qu'on arrive à relancer une marque comme ça qui doit rester quelque part dans le subconscient des gens, mais ils ne savaient plus très bien de quoi on parlait. C'est extrêmement agréable et joyeux à faire. C'est un actif formidable, inestimable. C'est resté dans l'esprit des gens. Oui. Quand on a racheté cette entreprise, qu'on a commencé à ouvrir des boutiques, on avait des gens qui rentraient dans les magasins en nous disant « Oh, Fusalp, incroyable, c'était mon cadeau de Noël quand j'étais adolescent, c'est tellement d'émotions. » Et quand on a une telle Madeleine de Proust, on a une chance folle. Les gens ont un a priori positif, une bienveillance vis-à-vis des actions qu'on a menées et qui nous a énormément aidés. Alors ça c'était, vous dites, c'était les cadeaux d'anniversaire des gens qui ont un certain âge. Maintenant, on vit dans une autre époque. Ouais. Comment est-ce qu'on adapte une marque et une époque ? C'est tout le sujet. Comment est-ce qu'on la rend vraiment contemporaine ? Et je crois que les valeurs de cette marque qui sont très fortes, d'authenticité, mais aussi d'audace, de mobilité, sont extrêmement contemporaines. On voit bien aujourd'hui, on va travailler chez soi, on a besoin d'un vêtement qui soit confortable, qui ne se froisse pas, on peut être plus ou moins affalé dans son canapé, et puis il va falloir se lever, sortir à un rendez-vous et être impeccable. Et justement, toute cette technicité, ce bien-aller, cet accompagnement du mouvement est profondément dans les valeurs de Fusalp et extrêmement contemporain. Donc, mais tout le sujet, quand on reprend une marque, c'est ça, c'est de ne pas faire quelque chose d'ancien, c'est d'être extrêmement actuel et même d'être devant. Alors, vous l'avez dit, une marque, ça véhicule quelque chose. Quand on s'adresse à des publics différents, est-ce que la réception est la même ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce que vous aviez imaginé de la marque et ce que le nouveau, j'allais dire, public et vos nouveaux consommateurs attendent d'une marque ? Des valeurs différentes. Non, je crois que les valeurs sont extrêmement fortes, elles sont constitutives de l'ADN de la marque de toute façon. Donc la vraie patronne, c'est la marque. Donc nous, c'est elle qui nous guide et qui dit ce qu'elle doit faire. Notre métier à nous, c'est de nous adapter. Et je crois justement qu'elle a rencontré le public qu'on imaginait qu'elle allait rencontrer. Quand on a repris cette marque, on a doublé le chiffre d'affaires en vendant moins de produits. Parce qu'on a tout à coup fait des produits beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus premium et qui répondaient à une demande qui existait. Et ça a été tout de suite validé puisqu'au bout de notre première année d'activité, ce qui est resté en stock, c'est justement les anciens produits qui étaient faits et tout le premium qu'on avait fait avait eu énormément de succès. Et donc on a pu répondre à cette demande-là d'un vêtement qui soit à la fois polyvalent, à la fois technique et extrêmement élégant.
Alors là, vous venez de démontrer, de faire la démonstration que la marque avait une valeur financière. Vous avez pu vendre avec des prix beaucoup plus importants. Un produit beaucoup plus qualitatif. Un produit beaucoup plus qualitatif. Comment est-ce qu'on entretient comme ça la valeur de la marque ? Je pense que c'est en continuant à être extrêmement authentique, à nourrir la valeur, à nourrir les valeurs de la marque en termes on a beaucoup de programmes de soutien aux jeunes sportifs, des collaborations très mode. C'est toujours travailler, en fait. Nous, on travaille sur 2 pieds. On a à la fois la mode, à la fois le sport. Fusalp a été créé comme ça. Et donc, il faut nourrir au même moment ces 2 jambes-là. D'accord. Alors, la question de la marque est une question qui intéresse beaucoup nos étudiants. Nous avons une question pour vous, Sophie, qui est de Lucas Lojard, qui est étudiant en master spécialisé marketing, donc ça c'est important, management et digital à l'ESSEC. Bonjour, je souhaite adresser ma question à Madame Lacoste. Selon vous, quel levier de la communication avez-vous mis en place pour refaire émerger votre marque ? Qu'est-ce que vous répondez à Lucas ? Eh bien la première chose qu'on a faite quand on a relancé Fusalp, c'est travailler en fait plutôt sur du B2B, en faisant un partenariat avec le magasin Colette, qui nous a permis tout de suite d'être relancé en termes de mode, de pouvoir être écouté par les acheteurs, notamment au Japon, aux États-Unis, et d'un coup de reprendre une place de premier ordre, parce qu'on avait un médiateur, un médium à ce moment-là, qui était de premier ordre, et à la fois de marcher, comme je le disais, sur notre jambe de sport, avec un nouvel ambassadeur qui est Antoine Deneria, qui est notre dernier médaillé d'or français aux Jeux Olympiques en ski. Et donc ces 2 éléments-là nous ont permis de retrouver à la fois une visibilité, mais aussi une désirabilité. Merci. Je me tourne vers notre deuxième invitée qui est Béatrice Mandine, directrice exécutive communication, marque et engagement d'Orange. Alors, Orange, c'est des histoires de marque, parce que je le rappelle, il y a eu toute une transformation d'une marque, j'allais dire ancienne, qui était France Télécom, vers une marque Orange. Ça a été extrêmement compliqué et vous l'avez mené. Comment est-ce que Orange répond aux attentes des consommateurs ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette marque ? Quelles sont les valeurs qu'il véhicule ? Par l'écoute, évidemment. Je veux dire, la force du métier de communicant, c'est qu'on est en prise quasi émotionnelle, en fait, avec ses clients, mais la société tout entière dans laquelle on évolue. Et un bon communicant, il doit être curieux au monde et il doit être aussi attentif et sensible aux signaux faibles qui font évoluer cette société, précisément pour que la communication soit pertinente. Donc, c'est clairement par cette écoute et par cette sensibilité qu'on arrive à créer de la valeur pour l'entreprise et qui traditionnellement se lie en fait à la société par une promesse. Alors, est-ce que cette marque, c'est une sorte de réassurance pour vos clients ? Parce que vous évoluez dans un monde technologique qui évolue beaucoup, on l'a vu en mobile, on est maintenant dans la 5G, il y a eu des interrogations. Est-ce que Orange, c'est de l'assurance ? Orange, c'est aussi de l'assurance. Oui, une marque, d'une manière générale, ça a pignon sur rue, déjà. On dit souvent ça, mais c'est vrai. Ça rassure quand il y a des interrogations. Et dans un monde qui bouge beaucoup, c'est indiscutablement, en tout cas, une boussole pour certains, oui. Alors, vous êtes directrice de la marque. On a vu tout à l'heure, dans les slides d'Alexis Caclins, il y avait des sociétés qui avaient une valorisation boursière extraordinaire et une partie de cette valorisation était la valeur de la marque. Vous militez pour que cette valeur soit inscrite au bilan des entreprises ? Alors, il se trouve que c'est un héritage chez Orange, puisqu'on a acquis la marque Orange en 2000 maintenant. Donc, effectivement, chez Orange, elle est inscrite au bilan. Mais comme le disait Alexis, il n'y a pas besoin de ça. C'est plutôt qu'il faut croire à la marque, il faut développer une culture de branding, être convaincu, et c'est le rôle de la DIRCOM que je suis et de la directrice de la marque que je suis, de convaincre l'entreprise qu'on a ce bien commun et qu'il sert à tout le monde. Et donc, il faut le nourrir, d'une part. Il faut lui faire prendre le virage des évolutions de la société, on en parlait. Nous, chez Orange, on a fait le pari d'une stratégie de marque engagée, puisqu'on a vu que la société évoluait. On s'est engagé depuis le début à un bon usage du numérique.
Et on est capable, du coup, d'engager des actions de communication qui, soit s'engagent pour la sécurité routière, en disant que vous ne touchez pas à votre téléphone quand vous êtes au volant, soit alertent les parents pour le temps d'écran des ados qui, de temps en temps, en abusent, et il y a quand même des risques. Ou alors, dernièrement, c'est le cas chez nous, on a mis en place des circuits de recyclage et on encourage tout le monde à ramener son téléphone pour protéger la planète. Et donc, on met à disposition les moyens d'être vertueux par rapport à la planète, et on imagine que cette promesse-là, ça nous rapproche effectivement de l'ensemble de nos publics, en fait. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Vous faites des actions de communication pour dire n'utilisez pas mon téléphone. Non, on ne dit pas n'utilisez pas, on dit utilisez-le bien. Et effectivement, on a une plateforme qui s'appelle Bien vivre le digital. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est absolument convaincus que c'est un outil merveilleux de développement, d'ouverture au monde et tout ce qu'on veut, pourvu qu'on soit averti des risques. Et de ce point de vue-là, il faut être assez transparent pour être capable d'en parler. Alors, au sein des États généraux, vous vous engagez à développer les moyens et l'étude de la culture de la marque. Le constat qu'on fait tous, c'est qu'il y a quand même en France un petit déficit de culture de marque au sens général, et ça a beaucoup d'écueils. Et notamment, ça amène parfois aux caricatures qu'on connaît. C'est-à-dire, non, la publicité, ça n'est pas la surconsommation, ce n'est pas l'encouragement à la surconsommation, et non, les dépenses de communication ne sont pas que des dépenses inutiles, mais bien un investissement, on l'a vu, pour réassurer les clients, pour réassurer les salariés aussi, et motiver et engager les salariés en interne. D'accord, donc il y a une culture de la marque à développer. Vous avez une question, vous aussi, d'un étudiant, et cet étudiant, c'est Maxime Ration, qui, lui, est en master spécialisé marketing, management et digital à l'ESSEC. Madame Mandine, bonjour. Face au bashing des jeunes pour certains grands groupes et entreprises qui ne seraient pas assez engagés, comment faites-vous pour justement aller séduire ces jeunes et les intégrer au projet de l'entreprise et in fine leur donner du sens? Et qu'est-ce que vous répondez à Maxime? Alors, ce que j'ai envie de dire à Maxime, c'est que c'est bien d'avoir l'esprit critique, mais avant de faire des grandes entreprises ou de l'entreprise bashing, il faut regarder un peu ce qui s'y passe. Et précisément, d'ailleurs, en matière de protection de l'environnement, parce qu'on le sait tous, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Eh bien, il y a certaines grandes entreprises qui sont beaucoup plus vertueuses que les startups qui peuvent avoir pignon sur rue. Donc, il faut faire le tri. Donc, pas s'arrêter au superficiel. Et puis, sur le fond... Pour répondre sur le fond à sa question, il n'y a pas d'autre solution que la preuve, en fait, de démontrer les choses et donc faire un effort de transparence pour montrer que les entreprises se transforment, qu'elles soient petites ou grandes. C'est une question d'engagement. Très bien, merci beaucoup Sophie Lacoste, merci Béatrice Mandine, et nous accueillons sans plus tarder nos nouveaux invités. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Nous poursuivons sur l'exploration de la valeur des marques, et je reçois autour de cette table Marie-Laure Dubuisson-Minaert, qui est CMO de Longchamp. Alors CMO, c'est directeur marketing, voilà, dans un bon vieux français. Et puis Anne-Marie Gaultier, directrice marketing de la communication d'Intermarché et de Netto. Je me tourne vers vous, Marie-Laure. On l'a vu, on vient de traverser une crise de Covid, une crise où les Français étaient un tout petit peu angoissés, où ils avaient besoin d'être réassurés, j'allais dire. Est-ce que la marque participe à la réassurance de la population ? La marque participe complètement à la réassurance de la population. Et c'est vrai que chez Longchamp, on a tous été très secoués par le Covid. Et la première chose qui est arrivée, c'est de se dire, il faut qu'on retrouve nos racines, il faut qu'on retourne à l'essentiel. C'est hyper important de se redire, voilà, qui on est, qu'est-ce qu'on propose, à qui, comment, pourquoi. Alors, pardon, vous, c'est une marque de luxe, oui. De savoir-faire. Est-ce que quand on entend Longchamp, on pense immédiatement au savoir-faire? Comment est-ce que vous connectez les deux? Aujourd'hui, le savoir-faire chez Longchamp, c'est complètement clé. Une grande différence chez Longchamp, c'est qu'on est fabricant.
Donc on a nos propres ateliers de fabrication, ce qui nous permet d'avoir une flexibilité incroyable, mais aussi une créativité. Et puis bien sûr de pouvoir contrôler à chaque étape non seulement la créativité, mais aussi le savoir-faire, la transmission des bons gestes et surtout la qualité des produits au final. Et c'est ça la puissance d'une marque. On a vu la démonstration des marques comme Apple, comme Amazon, comme Orange, sont des marques internationales. Et c'est dur d'imposer une marque dans des cultures différentes ? Alors, ça dépend ce qu'on raconte. Chez Longchamp, on a décidé d'avoir un discours très simple qui est de dire Longchamp, c'est la marque de l'art de vivre à la française. Et donc, on essaye d'exporter un peu partout dans le monde. Et en fait, ça résonne parce que, d'une part, les gens qui voyagent, qui sont déjà venus à Paris, eh ben, ils ont cet imaginaire des cafés parisiens, des épiceries. Et en fait, quand on arrive et qu'on crée des événements ou bien qu'on crée des histoires en local qui rappellent cet imaginaire parisien, ça fonctionne très, très bien. Et alors, nos amis chinois, qui, on l'espère, vont revenir bientôt en France, parce que là, ça fait un petit bout de temps qu'on ne les a pas vus. Mais en fait, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils voient à Paris ? Ils voient beaucoup de femmes qui portent des sacs Longchamp. Et en fait, pour eux, c'est devenu le French bag. Donc en fait, on entend, quand on a des consommateurs chinois, quand ils rentrent dans une boutique Longchamp, en fait, ils disent « je veux the French bag », celui que j'ai vu à Paris au bras des Parisiennes et des Françaises. Alors, ce qu'on voit quand on rentre dans une boutique Longchamp, c'est des pommes. On voit des pommes, on voit des poires, des poireaux aussi. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir, et pourtant, ça a complètement à voir. Donc, je vois Anne-Marie qui se dit on aurait dû faire un partenariat Intermarché, peut-être. Mais en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est, d'ailleurs, quand on a lancé ce petit filet, qui faisait un peu cet imaginaire, qui racontait cet imaginaire de je vais au marché, j'achète des produits frais, des produits locaux. En fait, pour le lancer, on s'est associé à la Maison Plisson, qui est donc une épicerie fine à Paris. Et donc, de là est partie l'idée de faire des cagettes Longchamp et de mettre des fruits, des pommes, des fleurs à l'intérieur. Et donc en ce moment, nos vitrines, justement, créent cette émotion, d'abord c'est très visuel, et en même temps, les gens s'arrêtent, prennent des photos. On n'a jamais eu autant de photos de vitrines qui ont été prises par des clients et par des passants. Donc on voit que ça plaît et que ça crée en fait de toute façon un lien. Alors je m'adresse à vous, Anne-Marie Gauthier, vous êtes directrice marketing et de communication d'Intermarché. Alors là, vous, des pommes, vous en vendez, hein. Vous en vendez beaucoup. Et alors, vous avez, depuis un certain temps maintenant, travaillé la marque Intermarché avec les producteurs. Donc on est véritablement dans le terroir, dans les petits producteurs. Donc producteurs et j'allais dire le mieux manger. Comment est-ce que vous travaillez cette marque ? Alors, la première chose, c'est que nous, on est producteurs et commerçants. Comme vous, on fabrique nos produits. Donc on est les seuls retailers qui font ça. Et donc, on a nos propres usines, ce qui nous permet de définir le cahier des charges pour nos produits. Et on a fait, par exemple, une énorme étude sur 10 000 Français pour comprendre quelles étaient leurs attentes en termes d'alimentation. Et donc, de comprendre quelles sont leurs attentes catégorie par catégorie, sur les céréales, sur les yaourts, sur la viande, etc. Ce qui nous a permis de faire un cahier des charges et d'être très clair sur ce qu'on veut faire bouger dans nos recettes. Et donc, on a tout un programme sur plus de 6 000 références pour faire évoluer nos recettes. Très concrètement, ça veut dire quoi ? On sort là, par exemple, toute notre gamme Chabrior sur les pains de mie, fabriqués évidemment en France, avec de la farine française, sans huile de palme et sans additifs. On va sortir, par exemple, toute notre gamme d'eau, Aix-les-Bains, en 100% RPET. Donc, on travaille sur plusieurs axes. Qu'est-ce qu'est le RPET ? C'est le plastique recyclé. D'accord. Alors, on a plusieurs axes. La santé. Les attentes françaises, en tout cas, c'est la santé, l'environnement, la société. Donc, par exemple, sur la société, on rémunère mieux nos éleveurs, nos agriculteurs. Et donc là, c'est toute la gamme Merci qu'on a développée. Merci les éleveurs. Donc, on a du lait, on a des œufs, on a des yaourts, voilà. Donc, c'est toute une gamme de produits qui se vend extrêmement bien. Donc, ça, c'est des choses très concrètes qu'on fait pour montrer comment on fait avancer la société de demain. L'autre chose qu'on fait, parce que notre positionnement de marque, c'est amener le mieux manger à la portée de tous. Donc voilà, on a une vraie vision, une vraie ambition pour les Français, qui est démocratiser ce mieux manger. Donc ça passe par nos produits, comme je vous expliquais, mais ça passe aussi par nos films, par la communication. Et c'est là où on va communiquer, on va inspirer les Français à mieux manger avec tous nos films très émotionnels,
Par exemple, la jeune fille qui tombe amoureuse du jeune homme et qui, du coup, se prend à acheter plein de produits traditionnels, de fruits et légumes et de viande, alors que d'habitude, il achète de la bière et de la pizza. Donc voilà, on voit une façon d'inspirer les jeunes à manger mieux. Mais donc on a cette approche très émotionnelle, mais on a aussi une approche très par la preuve, d'où toutes ces annonces presse sur le mieux manger, où on va expliquer le changement de recettes, etc. Donc ça veut dire que derrière cette marque Intermarché, vous avez l'ambition de jouer un rôle. Ce n'est pas simplement un discours sur le prix. Non, absolument. Alors, le prix est super important, parce que surtout dans un contexte de crise, le mieux manger, quand on dit amener le mieux manger à la portée de tous, il y a bien une idée de démocratisation de ce mieux manger. Donc, ça veut dire des produits bien fabriqués en France, avec des ingrédients français, parce qu'on a sorti le Franco-Score aussi, qui permet de voir le pourcentage d'ingrédients français dans nos recettes. Donc voilà, on apporte toutes ces preuves à un prix tout à fait abordable. Donc. Alors, vous avez vu évoluer les consommateurs, vous avez vu évoluer les attentes. Est-ce que il faut toujours courir après les attentes des consommateurs ou c'est à vous d'offrir quelque chose? Non, il faut préempter. C'est pour ça qu'on fait toutes ces études pour comprendre les attentes, mais aussi de deviner demain ce qui va se passer. On a adapté aussi, parce que dans cette partie sociétale, il y a les produits, mais il y a aussi sa posture par rapport à ce qui se passe dans la société. Et l'année dernière, et encore cette année, par rapport au confinement, on a eu une prise de parole très sociétale, solidaire. Donc on a pris la parole sur le soutien aux filières agricoles, mais après c'était sur les magasins non essentiels, dits non essentiels, avec notre communication Désolé Amazon, où on tendait la main justement aux libraires. On a fait toute une communication après sur les aides-soignants, dont un film qu'on a fait sur la fin de l'année pour remercier tous les aides-soignants qui étaient au front toute l'année. Et puis là, plus récemment, un soutien aux étudiants. Donc voilà, on a décidé de prendre la parole systématiquement sur des grands sujets sociétaux qui concernent tous nos clients. D'accord. Marie-Laure Dubuisson aussi, une marque comme Longchamp, ça a un rôle aussi dans l'évolution de la société ? Ça a un rôle forcément. De toute façon, toutes les marques ont un rôle sociétal. Maintenant, après, il faut mettre le curseur au bon endroit. Je pense qu'aujourd'hui, Longchamp s'implique, par exemple, dans des sujets au niveau de la réparation. En fait, il faut le savoir, on répare 50 000 sacs par an dans nos ateliers. Donc ça veut dire qu'au départ, les produits sont de très bonne qualité. Donc les gens veulent les garder, ils les bichonnent et puis éventuellement, quand ils s'abîment, ils demandent à ce qu'on les répare. Donc ça, c'est quelque chose qui participe aussi à l'effort qu'on fait tous ensemble pour mieux consommer. Pour mieux consommer. Merci beaucoup Marie-Laure Dubuisson, merci beaucoup Anne-Marie Gauthier. Merci. Et on a vu effectivement que, à travers vos deux exemples, les marques peuvent s'engager et jouer un rôle dans la société qui évolue. Merci Marie-Laure Dubuisson, merci Anne-Marie Gauthier pour nous avoir expliqué et montré à travers des exemples très concrets en quoi une marque peut aider les Français et jouer un rôle dans la vie des Français. Je suis très heureux d'avoir animé ces différentes tables rondes où on a beaucoup parlé de la marque, on a beaucoup parlé des nécessités d'investir dans les médias, dans la technologie, dans la formation même. Et puis, nous allons terminer donc cette journée en répondant à la question qui est posée en titre. Et je vous rappelle cette question, c'est la communication, moteur essentiel pour la relance. Et pour répondre à cette question, j'invite Hervé Navelou, président de l'Union des marques et directeur général de L'Oréal France. Bonjour à tous, heureux et honoré d'être avec vous tous pour ce deuxième temps fort des États généraux de la communication. Merci à tous ceux qui ont organisé ces États généraux et merci aussi à tous les intervenants des nombreuses tables rondes qui ont apporté leur point de vue à ces États généraux et je tiens vraiment à les remercier. Alors, on vit tous une période un peu singulière, une crise sanitaire naturellement, mais pas seulement, une crise aussi économique et sociale qui vire d'ailleurs parfois une forme de peur et de dépression collective. Bien évidemment, cette période et cette crise va laisser des traces et le monde de demain ne sera plus tout à fait celui d'hier. Mais en même temps, je pense que cette crise montre de nouvelles opportunités, elle crée de nouvelles attentes et je pense qu'elle nous oblige aussi du coup à repenser tous un peu nos modèles. Les marques, les communicants, les acteurs médias que nous sommes tous ici ont un rôle particulièrement important à jouer dans cette sortie de crise.
Tout simplement parce que nous vivons tous, à travers nos métiers, les envies, les angoisses, les tensions, les espoirs, les rêves de nos consommateurs qui sont aussi nos concitoyens. Et nous les comprenons, je pense, mieux que quiconque, car nous leur parlons au quotidien. Alors, à la question, est-ce que les marques peuvent contribuer demain à la réponse, je réponds 3 fois oui. D'abord parce que les marques sont au cœur de la vie des gens. Elles sont au cœur de l'économie, elles sont au cœur du social, elles sont au cœur des enjeux de société. Les marques ont aussi un poids et un rôle économique. Elles sont beaucoup plus qu'un produit dans un linéaire ou une affiche. Elles ont une histoire, un savoir-faire, un ancrage, elles cherchent, elles créent, elles investissent, elles innovent, elles emploient. Et les marques sont aussi des porte-voix, le reflet de la société qui les entoure, parce qu'elles captent au plus près les tendances et les aspirations de leurs consommateurs. Donc pour ces 3 raisons, elles ont un rôle clé et évident de sensibilisation, d'éducation et évidemment d'innovation pour favoriser demain une consommation plus responsable et plus durable. Ces 2 rôles d'ailleurs, d'un côté la mission économique et sociale, de l'autre la responsabilité et l'attention à l'environnemental, ne s'opposent pas, ils se complètent. Et j'ai vraiment la conviction, et je ne suis pas le seul, que les marques qui mettent vraiment le développement durable au cœur de leur modèle feront bouger les usages et les lignes bien plus que n'importe quel texte de loi. C'est vraiment en alliant solidité économique et responsabilité sociale et environnementale que les marques auront de l'impact et certainement pas en opposant l'un à l'autre. Alors ayant dit cela, quels sont les enjeux auxquels doivent faire face demain les marques pour réussir dans ce monde d'après-crise ? Moi j'en vois personnellement 4, qui d'ailleurs concernent tout à la fois les marques, me semble-t-il, et le monde de la communication. D'abord, la transparence. On vit dans un monde où règne quand même la défiance, où nos consommateurs veulent connaître l'envers du décor, qui est derrière, comment les marques conçoivent, comment elles produisent. Et même au-delà de la transparence, je dirais qu'il y a aussi un enjeu de sincérité. Dans un monde où tout se sait, non seulement la sincérité protège les marques, mais leur donne aussi, quelque part, le droit à l'erreur. Le deuxième enjeu, c'est le sens et la raison d'être. On en parle beaucoup. Oui, nos consommateurs veulent des entreprises et des marques engagées qui démontrent leur utilité et leur contribution au monde qui les entoure, au-delà des produits et des services qu'elles développent. Des marques qui défendent et font avancer les causes auxquelles elles croient, des marques qui émettent positivement et font preuve de générosité et de solidarité. Le troisième enjeu, c'est l'innovation. Alors, on en parle tous de l'innovation, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde vraiment exponentiel, pas besoin d'aller dans le détail là-dessus, où le rythme de diffusion des technologies s'accélère. Et je pense que la créativité alliée à la tech va demain vraiment révolutionner nos métiers et va révolutionner aussi les usages. Important donc de s'y préparer, car la capacité d'innovation au plus près des besoins consommateurs sera un facteur vraiment différenciant et déterminant pour nous tous ici. En se rappelant toujours un précepte simple, qui est que la bonne innovation, ce n'est pas seulement d'inventer quelque chose, c'est tout simplement d'améliorer vraiment la vie des gens au quotidien. Le quatrième enjeu, c'est la responsabilité. C'est un sujet, je crois, évident, c'est le sujet de ces États généraux, et il y a urgence à agir. Il y a d'abord la conscience et la responsabilité morale qu'on a tous, je pense, mais aussi nos clients, nos consommateurs, nos équipes en interne qui attendent que nous bougions. Sur ce sujet, il me semble qu'il faut d'abord bien sûr de la volonté, de l'ambition, et puis aussi de la méthode et une vraie transparence, là aussi, et une vraie sincérité. Pourquoi ? Parce que la volonté de faire tout le monde là où nous devons agir à tous les niveaux, filière, communication et marque, c'est d'abord de nous donner des objectifs concrets, me semble-t-il, et puis d'instruire une méthode, d'avoir de vrais instruments de mesure, et donc d'analyse de nos performances environnementales et sociétales pour toujours faire mieux. Bref, en conclusion, je pense qu'on doit tous être à la pointe de ce sujet de responsabilité environnementale. D'ailleurs, à l'Union des marques, nous y sommes non seulement prêts, mais surtout convaincus. Le programme FAIR, créé il y a plus de 3 ans, regroupe désormais plus de 50 grandes marques. Et nous allons amplifier le mouvement puisque nous voulons vraiment massivement générer de l'adhésion derrière le programme FAIR pour avancer ensemble à travers des innovations responsables et ne laisser surtout personne à la traîne dans cette vague de fond. C'est un outil évidemment parmi beaucoup d'autres,
Et je pense que voilà, il faut que nous capitalisions là-dessus et que nous inventions ensemble, marques, médias, agences, une ambition, une méthode pour concrétiser une relance solide et durable. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci Hervé Navelou, et j'en profite pour remercier tous les participants à cette journée des États généraux de la communication. Et derrière les participants, je voulais aussi remercier chaleureusement toutes les équipes qui ont travaillé en régie pour faire en sorte que cette émission se déroule très bien. Et puis on remercie également Le Figaro qui a accueilli, et toutes les équipes du studio Le Figaro. Merci beaucoup.